Podcast Bulletin sportif, nouvelle édition, grosse édition. C'est toujours des grosses éditions, c'est toujours tellement bien rempli. Par contre, on rentre dans une période crunch de la saison, de l'année de sport étudiant. Parce qu'on entre dans les demi-finales, finales provinciales dans différents sports. On se prépare pour les championnats canadiens. Bref, beaucoup de gros stocks. Alors, je commence tout de suite en vous annonçant qu'on a un segment complet sur le hockey universitaire féminin avec Léa McIntyre, évidemment, mais également David Brosseau, le descripteur des matchs des Carabins, parce qu'on va vous parler des demi-finales qui se sont déroulées en fin de semaine dernière. Vous allez avoir tout ça. Et non seulement on parle avec ces deux-là, mais on a en entrevue de la semaine l'excellente vétérane Rosalie Bégin-Cyr des Stingers de Concordia, qui en est à sa dernière saison et évidemment fait partie de cette fameuse équipe qui a remporté 25 victoires et subi aucun revers cette saison. On parle évidemment de ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé cette saison? Comment elle se prépare pour la grande finale qui aura lieu en fin de semaine contre les Carabins de l'Université de Montréal et qui commence jeudi soir d'ailleurs. Et évidemment, on parle de son parcours un peu, de comment elle entrevoit les choses d'ici la fin de la saison. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, évidemment, on va avoir on va avoir un segment basket universitaire. On n'en avait pas eu encore cette année de segment d'analyse avec Jason Bryan, Jean-Baptiste, parce que les éliminatoires commencent ce soir, mercredi. Les matchs demi-finales au niveau universitaire, gars, filles, et la finale, c'est samedi. Donc, pas de temps à perdre de ce côté-là. Analyse complète, on met la table pour les 4 matchs de demi-finale avec Jason. Pour le reste, écoutez, je vous parle de ce qui s'est passé en fin de semaine. En athlétisme universitaire, on avait le championnat provincial. Il y a des résultats à la pelletée, mais j'attire votre attention particulièrement. Les bannières par équipe ont été remportées par le Rouge et Or chez les hommes, chez les femmes. Ça fait des années que la domination se passe de ce côté-là. Individuellement, il faut que je vous parle d'Audrey Leduc. On l'a eu en entrevue un peu plus tôt cette année. Si vous l'avez raté, allez écouter ça. Audrey Leduc, la femme la plus rapide au Québec, qui court le 60 mètres. Elle a gagné évidemment son 60 mètres en 7,25 et elle sera de l'équipe canadienne au championnat du monde en salle qui commence bientôt. Donc, Audrey Leduc, on la surveille. Elle sera peut-être aux Jeux olympiques, même pour l'équipe canadienne, au relais 4x100. Gardez son nom en tête si vous ne la connaissez pas. Audrey Leduc du Rouge et Or. Du Rouge et Or, écoutez, je vais vous en nommer du monde du Rouge et Or. Catherine Beauchemin qui a gagné le 1500 et le 3000 mètres. Fiola Tigiofo, j'espère que je prononce bien son nom, 3e au 60 mètres, mais première avec l'équipe du 4x200 mètres et première au saut en longueur. Jean-Simon Desgagnés chez les hommes. Le Laurent Duvernay-Tardif de l'athlétisme. Il est étudiant en médecine, mais il est également un grand de l'athlétisme universitaire. Jean-Simon qui a gagné sa dernière participation aux championnats provinciaux du RSEQ, le 1500 ainsi que le 3000 mètres. Il a devancé à chaque fois Mathieu Baudet de l'Université McGill qui a fini 2e derrière lui. Une autre personne dont je voulais vous parler des performances, Alex Larochelle du Verre de Sherbrooke, gagnant au 300 et au 600 mètres. Basket, je vous en ai parlé, basket universitaire, on fait le tour avec Jason tantôt, basket collégial, juste une petite chose, on s'en va dans le championnat provincial en fin de semaine, ça se déroule ça du côté de Champlain-Saint-Lambert. Allez là, allez sur place, il n'y a rien qui bat ça. Prenez-vous une passe, allez-y une journée si vous avez des jeunes qui sont avec vous, qui jouent au basket, si vous êtes des joueurs de basket. Prenez le temps, allez voir ce qui se passe de ce côté-là si vous avez le temps, parce que franchement, il y a du très bon niveau et beaucoup de basket qui va se jouer en fin de semaine. N'empêche, je prends le temps de vous mentionner qu'en fin de semaine dernière, on avait quand même une équipe qui se battait pour la dernière chance. Plusieurs équipes, en fait, 3 équipes qui étaient impliquées dans la course pour une dernière chance pour se qualifier justement pour ce championnat provincial-là chez les hommes. Il s'agissait d'Outaouais, Sherbrooke et Édouard Montpetit. Édouard Montpetit devait d'abord gagner son match contre Huntsic. Ils l'ont fait, ils ont gagné par un seul point. Pendant ce temps-là, pour qu'Édouard puisse passer au championnat provincial,
Il fallait que Outaouais et Sherbrooke se divisent leurs 2 derniers matchs. Et Outaouais a gagné le premier match et Outaouais a gagné le deuxième, malgré un match qui était commencé, était vraiment l'avantage d'Outaouais. Sherbrooke a remonté la pente. Donc, ce qui fait qu'au 4e quart, on a eu quand même quelque chose de très intéressant, mais à la fin, Outaouais a réussi à retenir Sherbrooke suffisamment pour eux aller chercher le 7e et dernier billet disponible pour les éliminatoires. En fait, pour le championnat provincial, j'arrête pas de dire les éliminatoires, mais ça, en fait, c'en est un. Ça marche comme ça. Victoire et tu gagnes, défaite et tu es éliminé. Ça ressemble à ça. Ensuite, hockey universitaire. Chez les filles, je vous l'ai dit, on va en parler avec David et Léa. Hockey universitaire masculin, on avait quand même les demi-finales de l'Est qui se déroulaient. 3 des 4 équipes étaient nos 3 équipes québécoises. McGill qui affrontait Concordia. McGill a gagné ses 2 matchs, ce qui fait que McGill est en finale de l'Est. Et ils affronteront les Patriotes de l'UQTR qui, eux, ont battu Ottawa 2-1, 2 victoires à 1. Donc, voilà, on aura une finale de l'Est entre McGill et l'UQTR et ça commence ce mercredi soir à McGill, étant donné que McGill a terminé premier au classement dans l'Est. Voilà, fait que ça, c'est à suivre. Je termine avec le volleyball. Allez lire, je ne peux pas tout raconter, mais allez lire mon article que j'ai écrit sur le site bulletinsportif.ca. Allez lire l'article sur tout ce qui s'est passé au championnat provincial de volleyball collégial D1. Tout est là. Autant chez les... bien évidemment, il y avait les gars et les filles, fait que tout est là. Et au niveau du volleyball universitaire, on avait les demi-finales. Chez les hommes, Sherbrooke a battu Montréal 2-0. Laval a battu UNB 2-0, ce qui fait qu'on va avoir, selon tout ce que la logique nous prédisait, Sherbrooke contre Laval. Sherbrooke, évidemment, grand favori, pas perdu de l'année. Sherbrooke a fini 2e au championnat canadien l'an passé. Ils sont classés premiers au Canada. Donc, de la grosse besogne attend l'équipe du Rouge et Or. On a d'excellents joueurs, le Nick Fortin, Max Lausier notamment. 2 gars extrêmement explosifs à surveiller. Regardez ces matchs-là en fin de semaine. Ça commence, en fait, c'est vendredi, samedi et dimanche si nécessaire. Chez les femmes, Montréal, qui était première au classement, a battu Laval 2 victoires à 1. Et Sherbrooke a causé une forme de surprise. Sherbrooke était particulièrement en forme en fin de saison, l'ont démontré. 2 victoires contre McGill, des victoires extrêmement solide du jeu collectif. C'est des filles qui jouent vraiment là, sans aucune... comment je pourrais dire? Il n'y a aucune gêne. On joue en confiance. On joue du gros volleyball. D'ailleurs, Emma Bergeron, la passeuse, qui me dit on est en mission. Visiblement, c'est le cas parce qu'on est allé notamment dans le 2e match chercher vraiment tout ce qu'on avait pour pouvoir aller gagner ce match-là. McGill avait pris les devants 2-7-0. Sherbrooke est allé gagner les 3 derniers, dont le dernier 15-6. Vraiment, le coup de massue pour terminer. Alors, une grosse finale entre Sherbrooke et Montréal, ce sera à suivre, ça aussi. Alors voilà, ça fait le tour. Je termine quand même parce que je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé au championnat provincial de volleyball collégial. Limoilou et Lionel Gros ont gagné. Ça a été un exemple assez spécial pour moi, puis assez probant de certaines choses qui se passent, puis d'un standard qu'on ne se donne pas encore avec notre sport étudiant. Je pense qu'en 2024, on devrait être rendu à pouvoir donner une web diffusion de qualité quand c'est le moment des championnats provinciaux. L'angle de caméra, la qualité de l'image, franchement, il y avait moyen de faire mieux, je pense. Maintenant, c'est correct, c'est pas moi qui l'organise, mais n'empêche, j'étais sur place le samedi. J'ai pris une photo d'un angle à un endroit où est-ce que je pense qu'on aurait dû avoir une caméra là, peut-être s'organiser pour essayer de mettre une caméra là. La qualité des équipements qui existent de nos jours aurait sûrement pu permettre d'avoir quelque chose de mieux. En plus, on n'avait pas de description. Je pense qu'on est rendu à l'étape où un championnat provincial devrait avoir des images de qualité, un angle de qualité, une description. On est rendu là. Et ce n'est pas juste une question d'être là pour dire « je suis en 2024 ». Il y a une question de mettre de l'avant ce que font nos jeunes, des athlètes de haut niveau. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'on ne participera pas activement à les exposer de la bonne manière, pas juste montrer que c'est là, non, les exposer de la bonne manière, démontrer quel point c'est bon ce qu'ils font en le faisant de la bonne façon, ben on va avoir la chance
peut-être d'attirer encore plus de gens qui vont les regarder, attirer plus de spectateurs, attirer plus d'intérêt, éventuellement des commanditaires, s'aider à pouvoir investir au bon niveau, puis au niveau surtout auquel méritent nos étudiants athlètes, leurs entraîneurs et tous ceux qui organisent ce sport-là ont besoin de soutien, ont besoin d'infrastructures. Pour ça, ça prend de l'argent. C'est l'œuf et la poule. Puis à un moment donné, je pense que ça commence par une visibilité de qualité. Donc, ce n'est pas juste d'en parler, c'est que quand on le montre, il faut bien le montrer. Les gens qui veulent s'intéresser à quelque chose en 2024 veulent des images, des belles images, quelque chose qui punch. Je pense que c'était une occasion de le faire. J'espère que le message passe. On a justement l'occasion de voir des championnats provinciaux dans les prochaines semaines. Espérons avoir beaucoup mieux de ce côté-là. Alors voilà, c'était mon message là-dessus. Sur ce, je vous souhaite un bon show en vous répétant qu'on a hockey féminin avec Léa et David. On a basket universitaire avec Jason Bryant Jean-Baptiste et l'entrevue de la semaine avec l'excellente Rosalie Bégin-Cyr des Stingers de Concordia. Hockey féminin avec, bien sûr, Léa McIntyre. Et on ajoute cette semaine David Brosseau parce qu'on se fait un concentré uniquement sur le hockey universitaire en fin de semaine dernière. C'est vraiment tout frais parce qu'on enregistre ça lundi. Et ça s'est terminé dimanche soir. Une grosse fin de semaine de hockey universitaire. 2 séries qui sont allées à la limite. On ne s'attendait peut-être pas à en voir 2 à se rendre jusque-là. Regarde, par où commencer? On va commencer avec la série Concordia-Ottawa. Concordia-Ottawa, on s'attendait évidemment à ce que Concordia gagne. Ils sont les grandes favorites, ne perdent pas de l'année. Mais ils ont trouvé le moyen de n'échapper une. Puis on va dire vraiment de l'échapper. Parce que oui, le premier match est gagné assez facilement, même si la première période a été chaude. Mais le deuxième match, je pense que c'est quoi? C'est 59 tirs que Concordia envoie sur la gardienne d'Ottawa. Victoire quand même, malgré tout, d'Ottawa qui s'en va chercher ça. Et Concordia, le lendemain, a décidé que plus jamais on allait les reprendre à peut-être passer proche d'avoir l'air de c'est pas sûr. Victoire de 13-0 dans le troisième match. On n'avait pas vu ça de l'année. Oui, on les a vus planter des équipes, là, mais 13-0, c'est quelque chose. Écoute, David, tu es notre invité spécial aujourd'hui. Je te laisse commencer. Comment tu as vu ça? Comment tu as compris ça, cette fameuse série? Écoute, bon, un peu comme tout le monde, j'ai été assez surpris de voir Ottawa l'emporter 2-1 samedi. Par contre, en saison, c'est vraiment Ottawa qui donnait du fil à retordre à Concordia avec les Carabins, bien sûr, bon, on y reviendra. Mais vraiment, là, je pense que c'est ça, comme tu l'as dit, dimanche, Concordia voulait s'assurer de laisser aucun doute, autant à la Ligue que partout au Canada, de dire on est l'équipe à battre cette année. Bon, tu sais, Concordia, j'ai vu à 7-0, 8-0 continuer de célébrer. Je pense qu'ils voulaient mettre un point d'exclamation sur leur saison. Ça a été fait. Puis tout ça sans leur gardienne partante, Ariane Leblanc. Bon, le travail a été séparé pas mal également là, entre Verbeek et Leblanc, mais j'ai hâte de voir si elle va revenir parce que elle a fait des dommages contre les Carabins cette saison. Mais bon, avant de se tourner vers la finale, j'imagine qu'on va continuer. Là. Les Stingers, c'est une machine de guerre. Puis on l'a vu encore en fin de semaine. Yes, Léa. Parlons-en peut-être justement du... en fait, on va en parler, ça fait tout partie de l'histoire, mais on va peut-être en reparler, ça va peut-être, sachant l'impact que ça pourrait avoir après la finale, mais ce 13-0-là, parce que ça reste l'élément central de tout. Parce que oui, ils ont perdu 2-1, mais je l'ai dit tantôt, là, ils ont tiré 59 fois. Là, c'est une performance de gardienne. Mais parlant de gardienne, Ottawa aussi avait des enjeux de gardienne. Parle-nous un peu, Léa, qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec les GGs? Moi, jeudi soir, je regarde le score en ligne. Je ne pouvais pas aller au match. Puis là, je vois que c'est Aurélie Dubuc dans les filets. On se rappelle qu'Aurélie Dubuc a gradué l'année passée. Donc là, j'ai essayé de comprendre. J'ai parlé au monde autour de moi. Puis ce que j'ai cru comprendre, là, j'ai pas l'histoire officielle. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ils ont eu des blessures au niveau de leurs 2 gardiens de but partantes à Ottawa.
Donc, ils ont fait une demande à la Ligue pour pouvoir ramener Aurélie. Aurélie a goalé dans le senior masculin toute l'année. Donc, tu sais, c'est pas comme si elle avait rien fait, là. Elle a gardé les buts cette année. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être une petite bougie d'allumage que Ottawa vont pouvoir utiliser pour se motiver. Parce que, tu sais, Aurélie peut faire la différence à elle-même. Là. Moi, c'était ma coéquipière. J'ai joué avec elle pendant 2 ans. Je l'ai déjà dit sur ce podcast-là, mais je leur dis encore, c'est la meilleure joueuse, toute position confondue avec qui j'ai joué. Fait que, tu sais, elle aurait pu faire une différence. Là, victoire jeudi de Concordia. Samedi, je me souviens, j'étais avec Joey, puis on va aller voir c'est quoi le score. Puis là, on voit 2-0 Ottawa, milieu de 3e. On est comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent avoir fait une erreur. Là, on descend, on va voir. Puis on a parlé ensemble, Phil, la semaine passée, de leurs joueurs qui step en playoff. Ben, elle l'a fait encore. Hein. Rappelle-moi son prénom, Phil. Axel. Axel. Pourquoi j'oublie son nom? Fallait je le dire. Clavel. Alex Clavel, en fait. Alex Clavel. Clavel. Oui, c'est ça. Donc, c'était juste un petit. Qui marque le 2e but. Concordia réussit à marquer en fin de match pour se donner une chance de compétitionner jusqu'à la fin. C'est drôle, tu sais, j'arrive à l'aréna après pour notre match à Dawson et tout le monde parlait que de ce match-là. T'sais, à chaque fois qu'on voyait des gens dans le hall de l'entrée reliés au hockey féminin, ils parlaient juste de Concordia. Gigi, c'est vraiment une surprise. Mais je te l'ai dit, Phil, je suis pas surprise du tout de mon côté. C'est une équipe qui joue physique. Ça a donné beaucoup de difficultés aux Stingers cette année. Puis écoute, si ça peut nous permettre de prolonger ça en 3 matchs, de rendre ça excitant, tant mieux. Mais là, je pense que hier, Concordia a décidé de ouvrir la machine. Puis tu sais, j'ai devant moi le post que Caroline Ouellette a fait hier après le match. Là, elle a marqué Statement Made avec un crochet. Je pense que c'était ça leur objectif hier, de montrer que c'était eux les meilleurs, puis d'aller vraiment chercher un momentum pour la prochaine série. C'était impressionnant à voir. Leur exécution était parfaite. C'est pas de la faute des gardiennes du tout là, la défaite de 13-0. Les deux ont gardé les buts, mais c'était juste des jeux qui étaient tellement bien exécutés. Puis ils trouvaient le trou. Ils ont tellement de talent. Ça a paru hier, vraiment. À quel point des filles comme Julie Chu et Caroline Ouellette qui en ont vu d'autres, puis qui savent à un moment donné aussi que l'aspect compétitif là, fait en sorte que, bon, on arrête de juste se dire, OK, il faut bien jouer, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est correct, là, on fait les bonnes choses. On comprend que des fois, il y a ça, puis il y a ça. Puis à un moment donné, se dire, hey, c'est assez, là. Là, on s'en va planter tout le monde, vous êtes capable de le faire, puis, tu sais, je les connais pas assez pour savoir si dans un vestiaire, ils sont du genre à brasser, mais sans nécessairement aller là. Mais tu sais, aller faire comprendre dans la tête à tout le monde, là, non, ça passe pas là, d'avoir des matchs où est-ce qu'on a une première période dans le premier match où c'est trop serré, puis le deuxième match, même si on domine le match, mais on finit par pas la mettre dedans et tout, puis on laisse l'autre équipe prendre les devants, puis ça ne veut pas dire que tu joues mal, mais à un moment donné, tu sais, l'instinct du tueur, les grandes équipes dans l'histoire, puis peu importe le sport, savent à un moment donné donner le coup de grâce puis assommer. Je ne sais pas si c'est les coachs ou en tout cas, tu sais, parce qu'elles ont joué à très haut niveau, parce qu'elles ont eu à gagner des médailles d'or olympiques devant. À un moment donné, il faut tailler ça, ce côté. J'oublie tout. Là, on s'en va travailler. On n'est pas des chums, là, on est des collègues de travail, puis il faut être bonne, là. OK, puis ça suffit le niaisage, puis go. Pensez-vous qu'il y a de ça un peu dans ce 13-0-là? Parce qu'avec l'histoire de Statement Made, David, juste avant qu'on entende en ondes, tu parlais de ça, mettre ton avantage numérique, ta première vague d'avantage numérique, même quand le score est très élevé. On lit quoi de ça? Ben, tu sais, moi, je connais bien Caro et Julie, mais je ne les connais pas dans ce contexte-là. Tu sais, moi, j'ai coaché avec eux dans les camps, j'ai coaché avec Caro, des équipes plus d'âge puis oui, mais c'est sûr que d'avoir des coachs
qui ont cette expérience-là, ce bagage-là, qui ont joué dans toutes les situations possibles, c'est sûr que ça amène une certaine énergie à l'équipe. Puis, tu sais, je suis certaine là, que sur le tableau dans le vestiaire, là, le game plan, c'était faut marquer rapidement, puis rendre le match inaccessible rapidement. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont été chercher des buts super vite en début de match. C'était 3-0 tellement vite. Ça a coupé l'herbe sur le pied à Ottawa. Puis, tu sais, Ottawa ne pouvait plus y croire. Là. Ça allait trop vite pour eux en début de match. Puis je suis certaine que c'était l'objectif. Puis, avec le bagage que ces entraîneurs-là ont, on parle de Caro et de Julie beaucoup, là, mais ils ont une équipe d'entraîneurs là, avec beaucoup d'expérience. Ils sont vraiment nombreux sur l'équipe d'entraîneurs. C'est sûr que ça a joué là-dedans pour une préparation. Puis au niveau de l'avantage numérique, comme tu disais, que même au score, c'était eux qui étaient sur la glace, ben, je pense que c'est de garder les bonnes habitudes, même dans une game où le score est aussi élevé. Tu veux garder les bonnes habitudes, tu veux prendre les répétitions pour peaufiner les petits détails. Tu sais, c'est quand même une bonne équipe, Ottawa. Là. Tu sais, t'aimes mieux pratiquer contre une équipe comme ça qui est quand même une bonne équipe que contre ta propre équipe. Tu sais, contre ta propre équipe, c'est pas toujours pareil. Fait que je pense que ça peut peut-être expliquer pourquoi la première vague d'avantage numérique était tout le temps sur la glace dès qu'il y avait une punition, même si c'était rendu 8, 9 ou 10-0. Mm-hmm. Puis, si je peux poursuivre, là, je pense que la défaite de samedi, elle a fait du bien à Concordia. Puis là, pendant que vous parliez, ça me fait penser à quand est-ce qu'on a vu une équipe qui a gagné tous ses matchs en saison et qui s'est dirigée vers le championnat canadien, puis qui a encore remporté tous ses matchs. C'est extrêmement rare. Il y a quelques années, Tom Brady était à quelques minutes de faire ça, mais les Giants, Eli Manning et David Terry ont décidé autrement. Là. Bref, il y a ça. UNB, cette année, au niveau universitaire masculin, ont une fiche de 30-0. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer en série. Les Carabins, une année... en fait, les Carabins, cette année, qui ont remporté la Coupe Vanier au football, contre qui ont perdu au dernier match en saison contre Concordia. Fait que je pense que ces équipes-là, c'est extrêmement difficile d'avoir une saison parfaite de A à Z. Une petite défaite fait juste rappeler que c'est des humaines, là, c'est pas des robots. Oui, ils sont capables de faire des erreurs. Puis là, les erreurs ont été commises, fait que je pense qu'elles vont être extrêmement difficiles à battre d'ici la fin de la saison. Là, vraiment, je vais le répéter, les Stingers, c'est la machine de guerre, c'est l'équipe à battre cette année dans leur RSEQ. Puis je pense que, si je ne me trompe pas, ça faisait 28 matchs de suite qu'elles avaient remportés face à des équipes québécoises. Dernière défaite, je pense que c'était contre les Carabins en saison l'année dernière, là, une défaite de 2-1. Donc, je pense qu'il aurait voulu continuer la séquence. Là. McGill a le record, je pense que c'est autour de 90. Là, donc c'est ça. Tout un programme de hockey, encore une fois, à comprendre. Oui, puis tu apprends beaucoup des défaites. Hein? Tu apprends d'une défaite comme ça pour une équipe qui n'a pas perdu de l'année, là, de faire face à cette adversité-là, de voir comment tes joueurs vont réagir quand tu tires de l'arrière. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui a été fait pour les coachs aussi, de voir qui va se lever dans ces moments-là. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose que c'est arrivé là, parce qu'on sait que si au championnat canadien, tu perds ton premier match, t'es fini, là. T'as plus de chance de gagner là. Donc, c'est mieux que ça arrive maintenant que dans 3 semaines. Ah, exactement. Puis, tu sais, je pense que vous le dites de manière très pertinente. C'est un élément, effectivement, des fois de réveil ou de tout simplement d'enlever une certaine forme de pression aussi, qui est une autre pression de « Hey, il ne faut pas perdre ». Puis quand tu te mets à penser à ne pas perdre au lieu de penser à gagner, ben ton approche est un peu différente. Les exemples que tu donnais, David, sont tous là pour le démontrer qu'à un moment donné, comme par hasard, le talon est plus proche que le bout du pied dans certaines circonstances, puis c'est même pas voulu, c'est humain. Là, les Stingers, s'en vont en finale. Pour la deuxième année de suite, vont affronter les Carabins. Les Carabins, c'était loin d'être chose faite. Hein? Ils affrontaient les Gators de Bishops, une équipe avec un premier trio dévastateur. Si on parle du rouleau compresseur et de la machine de guerre qui est l'équipe des Stingers, le premier trio des Gators, c'est arguably, pour reprendre l'expression des anglophones, le meilleur trio au Canada.
mené par Gabriel Santerre notamment. Bon, les Gators sont allés gagner un match serré le premier match. Carabin gagne 4-1 le deuxième. On s'en va jouer un troisième. On le savait que ça allait être une série serrée. Là. Parce que oui, je parle de la grosse attaque des Gators puis de ce fameux trio-là, mais la défensive des Carabins a été sa marque de commerce toute l'année. Les meilleures joueuses, puis j'enlève rien à personne, là, mais en tant que noyau, en tant que groupe, elles sont en défense. La gardienne, Aubracine, pas de doute. Fait il y avait quelque chose de l'attaque contre la défense. On en a parlé la semaine passée, Léa. Et finalement, la défense a gagné, mais ça a pris une troisième prolongation hier. David, toi, tu as décrit les matchs des Carabins toute l'année. Tu as décrit ce deuxième match-là qui était au Sepsum. Raconte-nous un peu, je veux avoir l'opinion du gars qui voit ça de proche tout le temps. Là. Mais regarde, ceux qui vont l'écouter sur YouTube voient mon gros sourire. Hier, en prolongation, j'étais chez moi et j'ai célébré le but. J'ai couru dans mon salon, c'était complètement incroyable. Amélie Poiré-Léo qui se reprend, hein, puis envoie ça top corner du côté court là, face à Erika Gagnon qui a été incroyable face aux Carabins cette saison. Amélie Poiré-Léo en prolongation au troisième match a eu un tir de pénalité. Hein? Quelques minutes à peine avant de marquer son but. C'est ça. C'est 3 buts en 3 matchs face à Bishop en série. Vraiment, les Carabins ont muselé Gabriel Santerre dans cette série-là. J'ai les statistiques devant moi de Santerre. Là, en 3 matchs, c'est 1 point. Gabriel Santerre a été blanchi 3 fois cette saison. Je pense que vous devinez c'est contre qui, là. C'est 3 fois contre les Carabins. Tous les autres matchs allaient au moins 1 point. Gabriel Santerre a battu le record pour le nombre de points chez une recrue en une saison de Mélodie Daou. Mélodie Daou qui a une coupe de médaille olympique à son actif. Là, elle commence à être connue. ouais, c'est ça. Sur l'équipe de pratique, elle s'occupe du programme des voltigeurs de Bourget en plus. Tu sais. Fait que, bref. Santerre, je pense qu'on lui avait donné une passe. Là, on dirait qu'on l'a enlevé. Bref, complètement formidable du côté défensif de Montréal. Et tout ça, c'est sans compter sur Annabelle Faubert, qui, on le rappelle, a fait les universiades il y a quelques années, là, et Laurie Fontaine, qui devenait tranquillement un pilier là, dans la défensive des Carabins. Chloé Duchesneau, Rose-Michel Cardin se sont super bien adaptés, oui. Bon, là, c'est peut-être des défenseurs moins connus qui on les voit pas trop sur la feuille de pointage, mais vraiment, tu sais, ils commençaient l'année sur le banc dans les estrades et là, vraiment, ont levé leur niveau de jeu. Puis au début de la série, ça semblait difficile, tu sais. Erika Gagnon, après le premier match, ça faisait 2 fois qu'elle blanchissait les Carabins. Une gardienne au gros gabarit qui prend beaucoup de place devant son filet. L'attaque des Carabins, bon, c'est avec Audrey-Anne Veillette qui est partie chez les pros, ça a été difficile. Mais quel deuxième match pour les Carabins. C'est ça que je parlais avec Christophe sur la webdiffusion. Elles sont sorties aussi fort qu'elles sont sorties au premier match contre UNB au championnat canadien l'année passée. Même résultat, 4-1. Une efficacité vraiment. On coupait les lignes de tir. Encore une fois, Santerre a été comme je vais reprendre une expression anglophone aussi, a été un non-factor. Oui, elle a été efficace, oui, elle a créé des jeux, mais la défensive bloquait les lignes de tir, on bloquait énormément de tirs aussi. Et que dire de Aubracine? J'ai ces statistiques devant moi là, en carrière en série. C'est 19 matchs, 10 victoires. Et là, tenez-vous bien, là, c'est 1,03 de moyenne de buts accordés par match et un taux d'efficacité de 957. Wow! On ne peut pas rêver mieux pour les Carabins. Puis, dernière chose, là, Isabelle Leclerc, après le premier match, je lui ai parlé, c'est moi qui ai écrit l'article pour le site des Carabins. Puis elle m'a dit, pour remporter une série, personne n'a dit qu'il fallait gagner le premier match. C'est exactement ça qui s'est passé. Alors, vraiment, une clinique défensive des Carabins dans une série qui a été très, très, très robuste. Là, on va se le dire, Aubracine a été bousculé à plusieurs reprises. Oui. Puis au final, l'indiscipline de Bishop
c'est ça qui a payé, là. Maud Pépin, c'est 6 minutes de pénalité en 3 matchs, beaucoup d'indiscipline, tu sais. Parlons-en de Maud Pépin, justement, qui fait partie de ce fameux gros trio-là, qui a été vraiment, on va le dire comme ça, surtaxé là, pendant le 3e match. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Ben, pas de bon sens. Je peux comprendre la logique derrière, là, mais elle revenait constamment sur la glace. Gabriel Santerre semblait en mesure de jouer un jeu énergique encore, mais j'avais l'impression que Maud Pépin était plus fatigué. Et j'ai l'impression. Là, est-ce que ça explique les punitions? Je ne le sais pas, mais je sentais que Maud Pépin n'avait peut-être pas le gaz de Gabriel Santerre pour suivre tout le temps. En tout cas, c'est une impression que ça me donnait de loin. Là, je ne lui ai ni parlé ni quoi que ce soit, mais j'avais cette impression-là que Gabriel Santerre se retrouvait souvent seul contre 2 défenseurs, admettons, ou, tu sais, puis pas que les autres pas capables, là, il y a eu des gros jeux aussi, il y a eu plein de bonnes choses, mais c'est arrivé, plus le match avançait, là, on était 3e période lors des prolongations, elle revenait, puis j'ai l'impression que Maud Pépin commençait peut-être à manquer de jus. Ça aurait été peut-être intéressant de voir une autre joueuse là, se mettre avec Santerre plus souvent pour peut-être faire la différence. Mais regarde, je ne veux pas jouer au Monday Morning Quarterback là, tant qu'il y a dans les expressions anglaises. Mais il y avait un élément là peut-être qui a joué sur les punitions, en tout cas notamment. Ben, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai pas regardé, pour être bien honnête avec vous, j'ai pas regardé les matchs 1 ni 2. Puis le 3e match, j'ai juste regardé les prolongations parce que j'étais au match de Concordia, fait que j'ai manqué le match. Mais c'est ce qui m'a frappé en prolongation, c'est que je trouvais qu'il y avait plus de jus. Combien de échappées les Gators ont donné au Carabin en prolongation? Beaucoup trop, là. Si tu vas avoir une chance de gagner, ça peut pas arriver. Puis, tu sais, Phil, on a parlé la semaine passée. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que si les Carabins voulaient connaître du succès, il fallait qu'Amélie Poirier-Lehoux se lève et joue. Et regarde, but gagnant hier en avantage numérique en plus. Fait que, David, tu parlais de l'indiscipline des Gators. Ben, c'est ça qui leur a coûté. Parce qu'ils étaient eux-mêmes en avantage numérique. A pris une punition pendant qu'ils étaient à 4-3. C'est là que Montréal, quand leur joueur est revenu, en a profité. Mais oui, j'ai trouvé qu'en prolongation, les Gators commençaient à manquer de jus. Puis pas juste Maud Pépin, je pense en général. À part leur goaler, elle faisait des arrêts incroyables. Elle n'avait pas l'air à manquer de jus pantoute. Mais oui, j'ai trouvé que. Mais tu sais, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir après. Non, puis tu sais, c'est pas. C'est ça. Exact. L'idée, c'est pas d'en vouloir ou même de cibler Maud Pépin. C'est vraiment pas ça. Non, écoute, quelle saison extraordinaire et quelle bonne joueuse. Là, la question n'est même pas là. C'est vraiment juste parce que comme c'était quelqu'un à qui on demandait énormément, je trouvais que ça paraissait. Fait mais tu l'as dit, il y a eu plein de situations, comme la quantité d'échappées. Effectivement, à un moment donné, c'est un coup de patin ici et là de plus. C'est une poussée supplémentaire qui fait que tu es là ou tu n'es pas là. Puis la fatigue, c'est la fatigue, là, à un moment donné. C'est pas une question de volonté. Ton corps ne suit pas toujours ce que ton cerveau voudrait faire. Là. Ça fait que rendu là, effectivement, il y en a plusieurs qui étaient impactés par ça. Exact. Puis, tu sais, on en a parlé ensemble la semaine passée. Il fallait que l'offensive vienne de d'autres joueuses. Puis c'est drôle, tous les noms qu'on a nommés ensemble la semaine passée, Phil, ont ramassé des points. T'sais, je pense à Jessica Boulanger qu'on a parlé, 1 but. T'sais, Amélie Poirier-Lehoux, 3 buts. On savait que leur meilleur pointeur, c'était Marie Thériault. Marie a fini avec 1 passe dans les 3 matchs. Donc c'est nu. Jade Picard a pas. C'est pas elle qui a l'idée l'offensive comme on aurait pu le voir avec Kéliane Nadeau. Donc, je pense que c'est ce qui a fait la force des Carabins ce week-end. Il va falloir qu'ils continuent ça, à travailler en comité offensivement s'ils veulent avoir du succès contre les Stingers la semaine prochaine. Oui, tu parlais de Jade Picard. Là. J'ai mentionné 2 défenseurs, mais moi, j'aimerais ça en mentionner 4 au total qui ont joué. D'après moi, ils ont joué plus de la moitié du match hier. Là. Jade Picard, Kéliane Nadeau ont été incroyable du côté des Carabins. Puis, Marie-Camille Théoret, je pense que... On n'en a pas parlé, mais oui. Non, écoute, complètement formidable. Défensivement, offensivement, c'est une joueuse super intelligente avec la rondelle qui est rapide, mais on dirait qu'elle fait aucun coup de patin pour rien. C'est une fille super intelligente avec la rondelle. Puis aussi, c'est Gabrielle Rousseau, aussi en défensive, qui a été super solide, très rapide. Vraiment, là, c'était un match incroyable qui était diffusé par Bishops hier.
bon, évidemment, j'ai vu quelques commentaires là, au niveau du travail des arbitres. Ils ont quand même annulé un but en prolongation. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence. Béatrice Fortin a fait un appel. Écoute, j'ai jamais été arbitre. Elle a fait un appel, elle a pris la décision, il faut vivre avec. Je pense que c'était une obstruction sur la gardienne qui était à l'extérieur de son demi-cercle. La rondelle a touché une joueuse des Carabins et s'est rentrée dans le filet. Phil, moi, j'aimerais ça te demander qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence-là? Sincèrement, j'ai... on est loin, on le voit à travers d'une caméra, fait que je t'avoue que moi, j'ai toujours tendance à dire, OK, l'arbitre a vu quelque chose, puis moi, et j'ai pas fait, comme je fais des fois, là, faire du back and forth, essayer de revoir là, la séquence vraiment à l'image près. Fait que non, je t'avoue que j'ai pas fait une grande analyse d'affaires, là. Effectivement, c'était ça prenait le courage que ça prenait pour voir ça. Mais si l'arbitre a vu ce jeu-là, a décidé de prendre cette décision-là, c'est parce que pour elle, c'était la décision à prendre. Fait que non, j'aimerais ça avoir une analyse un peu plus intelligente et complète, là, précise de tout ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, OK, c'est ça la décision. Puis je t'avoue que je me suis pas cassé la tête trop parce que je trouve qu'on a tout le temps des. Écoute, on regarde des matchs à la télé professionnels où ils ont à peu près 92 angles de caméra. Puis même des fois, tu dis, bon, je vais donner le bénéfice du doute à l'arbitre. Fait que là, quand tu as un angle comme on a quand on regarde du hockey universitaire, il y a trop d'affaires que tu risques de ne pas voir. Mais effectivement, là, c'était dur à dire, là, je t'avoue franchement. Peut-être que si parce que de la même façon, si le but avait été accordé, j'aurais fait OK, le but est accordé. Je t'avoue franchement que j'ai pas cette tendance à moins de voir une évidence. Si je voyais un échec dans le dos qui personne ne dit rien ou quoi. Mais sinon, non, dans ces situations-là, je t'avoue franchement que je donne le bénéfice du doute complet aux arbitres qui sont proches du jeu. C'est déjà assez dur demain. Surtout à elle. Ouais. Béatrice Fortin, on va se le dire, c'est une des meilleures officielles au Québec, là, même au Canada. Là. Tellement d'expérience. Elle a fait des gros matchs pendant sa carrière. Fait que, moi aussi, la même chose. J'ai vu qu'elle a refusé le but. OK, je lui fais confiance. Je veux dire, c'est pas un arbitre qui commence là. Ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit. Puis, moi, je l'ai eu comme arbitre, comme joueur, j'ai eu comme arbitre, comme entraîneur. C'est solide, là. Oui, puis là, je remettais pas en question sa décision. Mon intérêt, c'était juste de savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette séquence-là. Puis, des fois, quand une décision qui va comme ça à l'encontre d'une équipe, les Carabins auraient pu s'écraser après ça, mais ils ont continué de jouer, selon moi, ce qui était une excellente prolongation, qui était excitante au possible aussi, avec, comme vous l'avez dit, là, avec tous les revirements, les échappées, le tir de pénalité, le but refusé. Donc, vraiment, là, pour moi, c'est un match d'anthologie au niveau universitaire. Puis, ce qui est dommage, là, c'est qu'on n'a pas l'occasion de le revoir, si je ne me trompe pas, parce que la plateforme de Bishop ne le permet pas. Donc, non, en effet. En fait, je pense... je suis même plus sûr. Est-ce qu'ils envoient sur YouTube plus tard? Là, des fois, leur match, même pas. Hein? Je pense pas. Moi, j'ai accès à leur match à cause qu'on a les plateformes de statistiques. Mais non, c'est ce qui est dommage avec la plateforme de l'Université Bishop, c'est que les matchs sont comme perdus après. Parce que je pense que c'est un match que plusieurs personnes, plusieurs joueurs devraient regarder, voir la résilience qu'il y a eu des deux équipes dans ce match-là. Moi, c'est sûr, j'ai regardé juste les 3 prolongations, mais c'était vraiment, vraiment du bon hockey. Là. Ah, vraiment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parlant de bon hockey, on va avoir une grosse finale là, quand même. On l'a mentionné, évidemment, Concordia va être favorite. La question ne se pose même pas. Là. Par contre, puis tu l'as dit tantôt, David, en mentionnant notamment que les Carabins aussi font partie des équipes qui ont, à quelques moments, été en mesure de déranger la machine ou en tout cas de l'empêcher de fonctionner à plein régime, la fameuse machine des Stingers. C'est une équipe extrêmement solide dans la défense, on l'a dit puis on l'aurait dit. Je ne pense pas qu'on a besoin de refaire cette analyse, mais est-ce qu'on pense qu'on est capable de soutenir
ça, parce que c'est pas une vague, puis après ça, tu es un peu plus relax. Non, les Stingers, c'est 4 vagues, ça arrête jamais. Tu sais, tu as Émilie Lucier qui est là, qui est la recrue, qui finit 3e marqueuse de la Ligue, meilleure marqueuse des Stingers à sa première année. Une équipe qui compte déjà des Fecto, des Bégincé, des Jessimo de Drapeau, des Chloé Gendreau, tu sais, ça finit plus. Puis, fait que là, tu as juste tout le temps des joueuses capables de marquer des buts. Puis là, j'ai mentionné 4 joueuses là, à peu près, mais ils sont toutes capables. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on voit de ça? À quel point on va être capable, justement, de les retenir, mais aussi d'avoir une contre-attaque là, qui te permet de marquer l'occasion, parce que tu peux pas penser que tu vas les museler à 0 ou 1 but. Là. Ben écoute, moi je pense que c'est Isabelle Leclerc qui va au moins essayer de trouver des réponses à tout ce que tu viens de mentionner. Là. Moi, tout ce que je peux te faire part, c'est des statistiques. Puis ce que je regarde, là, bon, évidemment, Concordia a gagné ses 5 matchs face aux Carabins cette saison. Pas de secret ici. Premier match, 2-1 en prolongation, 5-2, 5-0, 2-0, 2-0. Donc, on est quand même sur une séquence de 3 blanchissages de suite. Seule chose, la gardienne qui a signé ces 3 blanchissages-là, Ariane Leblanc. Et là, je sais, bon, Léa, tu l'as sûrement vu, là, ça chute. Puis c'est un jeu, là, tu sais, c'est une blessure niaiseuse, si je peux dire, là, parce que c'est un dégagement qui était refusé. On attendait de faire l'appel, puis elle l'a pas vu, et est sortie de son filet. Et quand elle est revenue, elle a vraiment trébuché, puis est tombée, pas sur ses genoux, mais elle est tombée un peu comme en W, là. Puis on dirait que c'est là qu'elle a eu un malaise. Donc, j'ai bien hâte de voir si elle va être là. Sinon, ben, Verbeek a accordé 3 buts en 2 matchs. Donc, d'après moi, c'est sûr qu'il va avoir davantage un effet psychologique pour les deux équipes s'il y a une présence d'Ariane Leblanc ou pas, parce que Verbeek est très talentueuse aussi là, dans son filet. Ouais, je pense que l'avantage que les Carabins ont, c'est, si on prend l'offensive, la défensive, c'est dans les buts, là. Je pense que les Carabins sont vraiment en avant pour ça. C'est dur à dire. Les Stingers sont tellement dominantes, tellement profondes aussi, là, puis peu importe les joueuses, même s'il y en a une qui sort de l'alignement, puis une rentre, ben, est aussi bonne. Là. Ils ont vraiment beaucoup de profondeur. Ils ont l'expérience d'avoir gagné l'année passée. Ils ont l'expérience d'avoir gagné il y a 2 ans. Donc, ça peut jouer pour beaucoup. Les Carabins, il faut qu'ils, je l'ai dit tantôt, il faut qu'ils continuent à produire en comité offensivement. Puis, s'ils veulent quand même du succès, puis je pense que s'ils sont capables de prendre le lead dans le match, s'ils sont capables de marquer rapidement un but, là, ils pourraient être en belle position. Il ne faut pas qu'ils laissent la chance aux Stingers de partir avec l'avance parce que de revenir contre cette équipe-là va être extrêmement difficile. Donc, s'ils prennent les devants, moi, je crois à leur chance, là, vraiment. Parce que ça reste une bonne équipe de hockey. Les Carabins, là, ils ne sont pas en finale. C'est pas par défaut qu'elles sont en finale. Je me demande tout le temps, des fois, c'est parce que quand tu regardes une équipe comme Concordia qui est peut-être cette année, de loin, la meilleure au Canada. On va le voir éventuellement au championnat parce que tant qu'ils ne se sont pas croisés, les différentes conférences, c'est dur de faire un comparable, mais ça reste que les Stingers, il y a 2 ans, sont championnes canadiennes. L'an passé, échappent le championnat canadien à 8 secondes de la fin de la 3e période avant de perdre en prolongation la grande finale. Bon, clairement, encore là, on est obligé de dire que c'est une des 2 meilleures équipes au Canada l'an passé. Et elles sont encore de retour avec une saison parfaite cette année. Un noyau qui est là tout le temps, qui se renouvelle tout en étant un beau mélange de jeunesse, de vétérans en même temps, tout le temps qui sont là. Ça va rester. Fait que, tu te retrouves quand même avec une équipe qui a tout en celle des Stingers. Donc, c'est pour ça que je me dis, même si les Carabins sont fortes, j'ai de la misère. Puis je le sais que c'est sur papier, là, tout ça. Puis je le sais que. Mais tu sais, on a vu des matchs, on a vu des choses. Vous l'avez dit, Ariane Leblanc ne sera pas là. OK. Mais Jordan Verbeek, c'est pas un pied de céleri. Elle est capable de. Elle a fait le travail quand on lui a demandé toute l'année. Fait que c'est pas quelqu'un qui arrive. Puis on parle de quelqu'un qui accorde un but par match à quelqu'un qui en accorde 4. Là, on n'est pas là. Fait que, tu sais.
Je souhaite tout le bonheur du monde aux Carabins, mais j'ai de la misère à imaginer que les Stingers, avec ce qu'elles viennent de faire aux GGs, le 13-0, j'ai beaucoup de misère à imaginer les Carabins gagner quelque chose là. Puis ça n'enlève absolument rien à ce qu'ils sont. Mais c'est... J'ajouterais aussi que Concordia a l'avantage de la glace, puis c'est pas facile d'aller jouer à Concordia. C'est une foule qui est bruyante, qui est, tu sais, eux autres, ils se gêneront pas pour crier puis insulter les Carabins. Puis, on le sait, ils peuvent être même problématiques par moment, là, la foule à Concordia. Donc, c'est difficile d'aller jouer là. Va falloir que les Carabins gagnent le match au Sepsum. Absolument. Je pense que si les Carabins gagnent le match au Sepsum, ben, s'ils perdent, c'est fini. Fait que, à moins qu'ils aient gagné à Edmeager jeudi. Mais je veux dire, le deuxième match est crucial. S'ils gagnent, ils se donnent une chance de poursuivre. Là, puis, tu sais, au troisième match, tout peut arriver. Mais, ouais, l'avantage à la glace, pour moi, joue pour beaucoup aussi dans cette série-là. Là. Mais il faut le rappeler, là, les Carabins ils ont gagné la Coupe Theresa Humes en début d'année, donc tout est possible. Si je ne me trompe pas, c'était à Concordia. Évidemment, c'est un tournoi préparatoire, là, donc ça ne compte pas officiellement. Mais juste, je pense que ça va être important pour les Carabins de se rappeler ça. Oui, je pense qu'il va y avoir la foule. Il y a aussi la différence de patinoire. On sait qu'au Sepsum, la glace est très grande, ce qui donne plus d'espace, notamment les lignes de tir. Les zones offensives sont un peu plus grandes. La patinoire à Concordia est un peu plus petite, donc il y aura cet ajustement-là. Et écoute, à moins que tu aies eu des infos, Phil, mais moi, je ne sais pas si Ariane Leblanc va pouvoir revenir ou pas. Je ne sais pas si ça a été confirmé à quelque part ou quoi que ce soit, là, mais j'ai bien hâte de voir si Leblanc ou Verbeek va débuter le premier match. Mais je pense qu'il va y avoir de l'ambiance. Je pense que ça va être suivi. Il y a des recruteurs de la LPHF qui sont venus au Sepsum cette saison. Avec raison. J'en ai vu aussi à Concordia hier. Puis évidemment, bon, Christophe Perrault, qui est analyste avec moi pour les matchs des Carabins, et lui-même, je pense que c'est officiellement le responsable des statistiques avancées avec New York. Donc, il y a toujours quelqu'un de la LPHF qui regarde les matchs des Carabins. J'ai hâte de voir qui va avoir samedi au Sepsum et J'espère de tout cœur que cette série-là va se rendre en 3 matchs puis que l'aréna va être plein à Edmeager. Évidemment, de mon côté, ça serait formidable de décrire un championnat pour les Carabins au Sepsum. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Hein? Mais ça, sur papier, c'est extrêmement difficile. La défense des Carabins va être un facteur. Puis je pense que bon, encore une fois, sur papier, la faiblesse de Concordia est en défense. Oui, on a Léonie Philbert, oui, on a Caron, oui, on a Veillette qui termine cette année. Attention, Veillette est blessée. Veillette n'a pas joué hier. Donc, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que je ne suis pas au courant là, si c'est un season-ending injury ou non, mais elle n'était pas habillée hier. Donc, ça peut avoir un effet aussi. Tu sais, on arrive dans ce moment-là de l'année qu'il y a des blessures. Tu t'en parlais tantôt, David, de Faubert, Fontaine, des gros morceaux. Même chose à Concordia, la Veillette, c'est un gros morceau. Donc, tu sais, ça va être à voir si elle va être capable de jouer pour le premier match jeudi. Là. Non, exact. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il va y avoir de l'ambiance. Déjà au Sepsum en demi-finale contre Bishop, c'était bien rempli. Puis ce qui est le fun de voir, autant chez les Carabins qu'à Concordia, c'est les athlètes des autres sports qui viennent les encourager. Vraiment, là, c'est le fun de voir ce sentiment d'unité-là qui règne dans les universités, surtout après les fameuses années COVID là, où tout le monde était devant son ordi. C'est le fun de voir un campus vivant, là, puis qu'on puisse encourager ces équipes universitaires, là, vraiment. Puis le Sepsum peut accueillir énormément de personnes. Fait que j'espère qu'il va y avoir du bruit, puis c'est sûr que je vous prépare tout plein de tableaux et d'infographies pour le match de samedi. J'aimerais ça que ça se rende en 3 matchs. Moi aussi, David, je te confirme, parce que c'est le seul match que je pourrais
aller voir. Les deux autres, malheureusement, je ne suis pas disponible, mais si ça se rend dimanche, c'est sûr que je suis là. Puis, tu sais, au Sepsum, on l'a vu l'année passée, comment que ça peut être. Tu sais, au championnat canadien, là, c'était rempli, c'était bruyant, c'était une foule qui était hostile aussi. C'était impressionnant. Moi, le Sepsum, j'ai tout le temps trouvé que quand il n'y a pas beaucoup de monde, l'ambiance se perd facilement. Mais tu sais, ces deux équipes qui sont locales, là, ces deux équipes de Montréal sont à 20 minutes une de l'autre, même pas. Fait que, il va y avoir du monde, ça va être le fun, autant au Sepsum qu'à Edmeyer, d'assister à ces matchs-là, je suis convaincue. Ah, puis c'est deux universités où, tu l'as dit, David, il y a beaucoup d'autres équipes sportives. Il y a une communauté qui devrait, qui est facilement attachable, si on veut, façon de parler, en se disant, vous savez ce que c'est une foule puis l'ambiance qu'on a besoin quand on joue nos matchs chez nous. Fait que il me semble qu'il y a assurément là quelque chose qui rend ça facile d'attrait. Maintenant, à voir s'ils vont réussir, mais ce serait formidable parce que c'est tellement des beaux moments, des championnats comme ça, puis tu le sais que tu vas avoir des gros matchs. Alors, on n'aura pas de 13-0. Je ne le souhaite pas parce que c'est plate. Oui, ça fait jaser une fois, c'est correct, mais après, on ne veut pas de ça. Mais ceux qui pensent, là, parce que oui, je l'ai mentionné, que Concordia est clairement favori, c'est pas ça le point, mais c'est franchement une question de voir la qualité de joueuse qu'il y a là, la qualité de hockey qui va jouer là, nonobstant le résultat à la fin, que ce soit en 2 ou en 3 matchs, c'est une chose qui l'emporte, tant mieux pour les championnes, mais la réalité, c'est qu'on va avoir du très, très bon niveau de hockey. Puis pour ça, il faut que les gens se donnent envie d'y aller. Ça va vraiment valoir la peine, c'est sûr et certain. Ah, puis, 100%, puis écoute, pas en terminant, là, mais il y a le championnat canadien en Saskatchewan, puis les deux équipes sont déjà qualifiées. Exact. C'est deux équipes québécoises. Donc, est-ce que c'est une préparation un peu au championnat canadien? Je pense inévitablement oui, mais c'est sûr que les deux équipes là, vont mettre 120% de leur énergie sur la table. Puis dans les... écoute, statistiques, j'ai préparé ça tantôt, là, ça va être le 8e affrontement en série entre les deux équipes là, dans l'histoire du hockey universitaire. Puis c'est la 3e fois en finale. Chacune des deux équipes l'a emporté une fois, donc j'ai hâte de voir qui va prendre l'avantage là, en fin de semaine prochaine. Ouais, moi, je suis déchirée. L'Université de Montréal, c'est là que j'étudie. Ma grande amie Audrey Gervais est sur l'équipe. Ouais. Au niveau des entraîneurs, Marie-Ève Gruel, l'adjointe, ça a été mon coach. J'ai une belle relation avec elle, c'est un mentor. Puis du côté Concordia, Caro, Julie, c'est des mentors pour moi depuis toujours. J'ai des amis qui jouent là, des anciennes Blues dans les deux équipes. Fait que ça va être... je suis un peu déchirée, puis je trouve ça difficile de prendre un parti pris d'un côté ou de l'autre. Puis, tu sais, je pense que Concordia est vraiment favori, oui, mais les Carabins, tu sais, ils n'étaient pas favoris contre Bishop, puis ils ont gagné quand même. Fait que, tu sais, des fois, d'être le underdog, là, tu peux surprendre. Puis c'est un 2-2-3, ça va tellement vite. Il suffit que tu gagnes le premier match. Après ça, là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu n'as pas le temps tant que ça de te replacer puis de vraiment aller gagner plusieurs matchs après ça. C'est 2 matchs-là. Ça va être effectivement extrêmement intéressant. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris pour nous analyser ça, nous parler des matchs en fin de semaine, de ce qui s'en vient. Je termine vous parler des championnats canadiens. Je termine quand même en mentionnant les finales des championnats canadiens masculins et féminins. Ça va être présenté à TVA Sport. Fait que de se mettre dedans, déjà, que ce soit en ayant sur place, qui est encore mieux, ou juste les regarder, même si les images sont pas toujours parfaites quand on regarde ça en web diffusion. N'empêche, ça nous permet de nous mettre un peu dedans, parce que je vous dis, ça va valoir la peine. On a des équipes, autant chez les gars que chez les filles, mais les filles, les Stingers et les Carabins pourraient très bien se retrouver dans une finale comme ça. Donc, j'invite les gens à se mettre déjà dans le bain, parce que ça va être intéressant de les voir là, à la télé sportive conventionnelle du Québec dans quelques semaines. Oui, puis si vous êtes vas-y, David. Écoute, en terminant, là, on va avoir une nouvelle équipe championne cette année. Mont-Royal a été éliminé en demi-finale en 3 matchs. C'est vrai. Donc, j'ai hâte de voir. Saskatchewan est qualifié. Ça va être UBC ou l'Alberta qui va passer. En Ontario, il reste encore 4 équipes qualifiées, tout comme dans les Maritimes. Donc, il n'y a rien de joué là, pour le moment.
Oui, puis moi, ce que j'allais dire, c'est j'invite les gens, surtout si vous êtes dans la région de Montréal, à vous déplacer. Les billets sont pas chers, c'est du beau hockey, c'est pas comme le professionnel, là. Il y a une petite touche qui est différente, qui est le fun. Samedi, là, déplacez-vous, allez voir ça au Sepsum, puis après ça, viendrez voir les Blues jouer le soir. Oh, bon point. Non, mais allez voir les matchs, pour vrai, vous ne serez pas déçus, puis vous allez vraiment tomber en amour avec le niveau parce que c'est vraiment du beau hockey, puis c'est les prochaines stars de la Ligue féminine. Fait que profitez-en, allez les voir. C'est 15 $, je pense, ce billet, là, ça vaut la peine. C'est un 15 $ bien investi. Yes, bien dit, très bien dit. Je vous remercie encore. Vous êtes les champions analystes. C'est toujours très agréable de vous avoir. On peut peut-être se reparler justement avec un championnat canadien avec David. Là. C'est toujours intéressant. C'est bon. Merci. Merci, bye. Bye. Avec Jason, Brian, Jean-Baptiste, salut, comment ça va? Ça va bien, content d'être là, Phil. Yes, petit segment basket, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas fait ça. On a reçu en entrevue un peu plus tôt cette saison Alec Faneuf de Concordia pour parler justement de Belle Ride des Stingers. Par contre, là, on est rendu au moment fatidique de la saison. On est rendu avec les demi-finales du RSEQ. Ça commence ce soir, mercredi. Les demi-finales, c'est pas long. C'est des one-shot deals. Tu gagnes ta demi-finale, tu t'en vas en finale. La finale, c'est samedi. Ça, c'est pour les gars et pour les filles. Puis encore là, finale, un seul match. Fait que il n'y a pas de marge de manœuvre. On va avoir quand même des matchs très intéressants. On va commencer à analyser ça du côté féminin. On a Laval qui a gagné ses 16 matchs cette saison, 16 victoires, aucune défaite. Et là, Laval va affronter McGill qui a fini 5-11. Jason, comment tu vois ça? Moi, écoute, j'ai de la misère à voir comment McGill pourrait aller le chercher, mais on l'a dit, un match, c'est un match. Comment vois-tu ça, un affrontement McGill à Laval? Écoute, je pense que définitivement, Laval, clairement, c'est clairement les favoris dans cet affrontement-là. Laval, comme tu l'as dit, ils ont vraiment dominé la saison régulière. Puis autant offensivement que défensivement, c'est une équipe qui joue un basketball quasi parfait. Honnêtement, la seule, c'est leur pourcentage, l'endroit où ils ont peut-être un peu plus de difficultés, puis c'est vraiment peu dire parce qu'ils sont deuxième, c'est vraiment l'efficacité en tant que telle quand tu regardes les pourcentages statistiques, mais même là, leur capacité à bien défendre, à faire des tirs quand même très contestés. Fait que ça joue aussi sur les pourcentages. C'est vraiment, ils arrivent à trouver des failles dans les défensives adverses, puis être constant, puis attaquer pour aller chercher des opportunités sur la ligne des lancers francs. Fait que je pense que clairement, Laval, c'est favori. Du côté de McGill, je pense qu'ils ont quand même eu du progrès, mais ça reste que McGill, de leur côté, offensivement, c'est là qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont du mal à s'affirmer, ils ont du mal à aller chercher des opportunités, notamment avec des opportunités sur la ligne des lancers francs. Je pense que c'est une équipe quand même qui a eu de l'amélioration, comme tu sais, je parle vraiment sur le côté, par exemple, les rebonds, tu sais, les petites choses, les passes dans leur jeu collectif. Tu vois qu'il y a des petites choses qui ont été travaillées, mais je pense qu'offensivement, ils ne sont pas encore rendus au niveau auquel ils peuvent vraiment confronter une équipe comme Laval. Bien, effectivement, je pense qu'un des enjeux principaux pour McGill, c'est clairement que c'est encore une équipe jeune. Les deux meilleures pointeuses de McGill, c'est Saina Diggs et Lily Rose Chatila, deux recrues. Donc, peut-être que ça montre des bonnes choses pour l'avenir, là, mais pour l'instant, effectivement, ils ne sont peut-être pas encore à point. Tu as parlé de rebond. Effectivement, McGill, le Katerina Stupas notamment. Donc, ça va être un élément clé. Et à partir de là, probablement, justement, aller réussir, parce que c'est beau prendre des rebonds offensifs, mais il faut aller la remettre dedans après. Il faut trouver une manière de créer un flow, si on veut, créer une efficacité à marquer régulièrement, prendre ces rebonds-là, puis aller marquer tout de suite. Puis tu l'as dit, peut-être au niveau des lancers francs, c'est un peu faible, mais bon, une journée donnée, ça peut bien marcher. Sauf que en même temps, on affronte l'équipe
qui a dominé, tu l'as dit, dans dans toutes les sphères ou à peu près. Défensivement, c'est clairement la meilleure équipe. Fait que tu as une équipe qui a des problèmes offensivement contre une équipe qui défensivement est probablement ce qu'il y a de plus solide. Clairement, joue un jeu impeccable. Ça va être difficile, mais regarde, je l'ai dit, je le répète, c'est un match à jouer. Mais Léa-Sophie Verret, Sabrine Qualifie, il a dit la joie, Frédéric Baudry. En tout cas, on a de quoi là-bas. Audrey Belland, on a de quoi là-bas à jouer du gros basket, puis ça va être difficile pour McGill. Ouais, définitivement, je pense que la clé pour eux, ça va être de forcer Laval à vraiment protéger le cercle. Laval, honnêtement, les deux seules catégories, quand on regarde défensivement, qui sont comme moyens, c'est au niveau des tirs bloqués. Laval, c'est une équipe qui joue bien collectivement sur le périmètre et qui défend bien. Fait ils n'ont pas nécessairement eu besoin de contester autant de tirs au panier, mais est-ce que McGill, dans leur attaque, est-ce qu'ils peuvent jouer assez dur pour justement chercher des opportunités proches du cercle puis capitaliser? Laval, c'est pas nécessairement une équipe qui ont des athlètes grandes, mais quand même, c'est des joueurs qui savent jouer, qui sont bien défensivement. Mais pour moi, ça va être ça. Est-ce que McGill peuvent trouver des manières d'être astucieux, disciplinés puis constants pour aller chercher des opportunités proches du cercle? Ça va être à voir. L'autre confrontation chez les femmes, ça va être Bishops et Concordia. Là, c'est intéressant. Bishops a fini 9-7, Concordia 7-9, les équipes 2 et 3. Mais Bishops, les deux dernières fois qu'ils ont joué contre Concordia, c'était au début du mois de février. À chaque fois, Bishops a quand même battu Concordia. Donc là, est-ce que c'est Bishops qui a l'avantage à cause de la fin de la saison où est-ce qu'on a vu Bishops faire des bonnes choses? Maintenant, Concordia reste une très bonne équipe aussi. Et puis, c'est quand même une confrontation intéressante parce que là, on va se retrouver avec Victoria Ghana de Bishops, Serena Chidot de Concordia, les deux meilleures pointeuses de la Ligue. Ça peut être très intéressant à suivre. Et deux très bonnes au rebond en passant. 100%. Victoria Ghana a vraiment pris le relais par rapport à Megan Siciliano. C'est vraiment je pense que c'est elle qui mène cette équipe-là de Bishop offensivement. Elle joue vraiment bien, mais autour de ça, Bishop aussi, ils sont deuxième après Laval défensivement. Fait que tu vois qu'il y a une très belle discipline. Puis en termes de pourcentage au lancer franc, puis au pourcentage d'efficacité globale au tir, c'est eux qui mènent cette ligue-là. Tu vois que Bishop, en termes de leur discipline, leur physicalité, leur capacité à juste trouver des tirs faciles et efficaces, c'est là qu'ils dominent. Je dirais que Bishop, la clé, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que Bishop peut, au niveau des rebonds, chercher plus. Parce que là, rebonds offensifs sont quatrième, rebonds défensifs sont troisième. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant parce que c'est quand même une équipe qui joue bien offensivement, mais au niveau des rebonds offensifs, ils n'en cherchent pas tant. Fait qu'ils s'appuient beaucoup plus sur leur tir. Fait que pour moi, en termes de série éliminatoire, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il y aura peut-être un ajustement ou peut-être une emphase de plus. Mais par rapport à l'UQAM, je pense pas qu'ils ont à s'inquiéter. L'UQAM, c'est une équipe ils ont progressé durant la saison, mais c'est quand même une équipe que offensivement et défensivement, il y a des choses à travailler. Fait que ça va être à voir. Je veux dire Concordia, excusez-moi. Oui, exact. On avait bien compris ça. Ouais, il y a une affaire de Concordia, par contre, qui, je trouve, est un facteur ultra important et que Bishops n'a pas. Tu as parlé tantôt de Maïkwen Siciliano qui était la garde, la meneuse par excellence. Ben, il y en a une à Concordia qui est semblable, une autre tout petite, un peu même chose. Arige Bourgogno, qui est sensationnelle, la meilleure passeuse du basket universitaire féminin au Québec. Et Bishops n'a plus cette Arige Bourgogno, ce que Concordia a. Donc, en termes de mener le jeu et tout, ça reste la meilleure meneuse qui va être sur le terrain. J'enlève rien à Eva Champon, Kalina Alexander, je ne sais pas ça. C'est vraiment Arige Bourgogno, d'après moi, est un autre niveau à ce niveau-là. Je suis complètement d'accord. Je pense que Arige Bourgogno, qu'est-ce qu'elle apporte, c'est surtout dans les situations de fin de match où tu as vraiment besoin d'une meneuse qui peut prendre des décisions ou balle en main, un contre un adversaire, puis dominer. Fait que c'est là que ça peut être très intéressant. Je pense aussi que Concordia, ça va être important pour eux de justement pas trop s'appuyer sur Arige Bourgogno puis créer des opportunités faciles pour les autres.
afin qu'ils puissent marquer de façon un peu plus régulière puis qu'ils puissent rivaliser un peu plus avec Bishops au niveau offensif. Je pense que globalement, Concordia, je pense que s'ils sont capables de garder le match serré puis créer des bonnes opportunités pour Harridge, ils peuvent gagner ce match-là. Mais pour moi, ça va être vraiment ça la clé. Est-ce que tout au long du match, ils vont éviter l'écart puis garder ça serré pour capitaliser dans le gros moment? Absolument, ça va être intéressant. Regarde, on pourrait avoir un match plus offensif que l'autre, ou en tout cas, du moins l'écart devrait être plus serré. Logiquement, si on suit sur papier, on devrait avoir un bon match. Donc, je m'attends à ce que Bishops Concordia soit, je vais dire le meilleur au sens où si on veut, la compétition va être plus serrée entre les deux dans les deux demi-finales. Et bon, je le répète, les gagnantes de ces deux demi-finales-là se retrouvent samedi prochain chez l'équipe qui aura fini première plus haut au classement entre les deux. Donc, ça va être à suivre. Chez les hommes, là, chez les hommes, toute la saison, l'UQAM était pas mal en avant, mais en fin de saison, Concordia est allé gagner un match justement contre l'UQAM, ce qui leur a donné l'avantage au classement. Et ainsi, Concordia va affronter Laval en début de parcours. Laval, on le sait, est déjà qualifié en tant qu'équipe hôtesse pour les championnats canadiens. Fait que ça, c'est une chose. Si Laval se rend en finale, ben, c'est l'autre finaliste qui s'en va au championnat canadien avec. Si Laval ne gagne pas son match, Concordia gagne, comme la logique voudrait peut-être l'amener. Si Concordia gagne son match, ça va être le champion entre Concordia et l'autre finaliste qui s'en va au championnat canadien avec Laval. Bref, tout ça pour dire que Laval est sûr d'aller au championnat canadien. Ça a été une saison so-so pour Laval. Ils finissent 6-10, mais en même temps, c'est pas une équipe qui s'est fait planter toute l'année puis qu'ils finissent 6-10 par défaut. C'est parce que ça reste une ligue serrée. Tout le monde peut battre tout le monde. Et je pense que le début de saison de Laval ayant été très difficile, c'était pratiquement impossible de remonter au classement assez pour se placer dans les deux premières. Mais Laval reste une très bonne équipe. Sidney Tremblay, Lacombe, Steve Joseph et Harris Elizovic, qui est l'ancien de McGill, qui est le champion au niveau des rebonds incontestés. Quand même, on a une équipe à Laval qui est très intéressante, même si Concordia a probablement en termes de... je dis probablement. Ils ont de très, très bons joueurs, sauf que Concordia va jouer sans Sami Jahan, et ça pourrait avoir un gros impact, malgré tout le talent qu'il y a autour d'eux autres quand même sur le terrain. Ouais, je pense que, comme tu l'as dit, Phil, du côté de Laval, ce qui les a aidés, je pense qu'au niveau du coaching, défensivement, ils sont ressaisis au cours de la saison. Fait que, malgré le fait qu'offensivement, ils ont quand même encore des difficultés, notamment par rapport à leur efficacité sur le tir extérieur, ils ont quand même continué de rester dans des matchs puis chercher des victoires ici et là, juste avec la discipline. Fait que ça, pour moi, c'est une qualité qui est très transférable dans une situation de match de série éliminatoire. Mais du côté de Concordia, ça a été l'équipe de basketball la plus constante au niveau du côté masculin. Honnêtement, défensivement et offensivement, l'amélioration qu'il y a eu par rapport à l'an dernier, c'est assez remarquable. Mais je pense aussi, Concordia, ce qui est cool, c'est que quand tu regardes l'an dernier, offensivement, tu voyais qu'il y avait du potentiel, mais c'était juste des fois les opportunités en fin de match, les lancers francs ratés, ou des fois juste être capable de réussir des tirs extérieurs contestés qui sont difficiles dans une situation de match. Là, tu le vois que c'est de façon collective, c'est pas juste un joueur. Tu as mentionné Sami Jahan, mais Alec Faneuf, par exemple, tu le vois des fois balle en main, il va faire un petit flotteur, il va faire des tirs extérieurs aux 3 points, etc. Jarim Joseph aussi, c'est des joueurs qui ont vraiment des belles capacités, je trouve qu'il y a une très belle amélioration par rapport à juste la structure de l'attaque, puis être capable d'être constant quand tu as besoin. Puis ça, honnêtement, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Je pense que du côté de Concordia, ça va être de juste arriver avec la bonne attitude, pas sous-estimer Laval, comme tu l'as dit, parce que c'est une équipe qui est bien entraînée. Puis ça va être aussi est-ce qu'ils peuvent battre Laval au rebond? Parce que Laval, veut pas, l'autre aspect aussi qui les a aidés, c'est le rebond. Ils cherchent les rebonds défensifs, ils cherchent les rebonds offensifs, ils sont constants. Concordia aussi est très solide, mais pour moi, est-ce qu'ils peuvent s'affirmer physiquement puis éviter justement que Laval prenne de la confiance durant ce match-là? Pour moi, ça va être la clé que Concordia joue à leur niveau,
qui capitalisent sur leurs opportunités parce que pour moi, c'est une belle année qu'ils ont eue. Puis je pense que c'est leur année pour se rendre en finale puis essayer de faire quelque chose d'intéressant. Ben, ça va être, oui, très intéressant parce qu'en plus, Concordia a plusieurs jeunes joueurs qui sont déjà impliqués dans le noyau. Je pense à Bradley Louidon, je pense à Jordan Telford, qui sont déjà des gars qui sont déjà impliqués dans la saison comme ça, dans l'équipe, donc qui ont un rôle déjà à jouer. Puis il y a Gabriel Bourdage. Gabriel Bourdage, le gars qui est arrivé à mi-saison, un ancien d'Outaouais, un champion du rebond. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ce monde-là, mais évidemment, là, le noyau, Jaheim Joseph, Tyrell Williams, Alec Faneuf. Donc, ça va être les gars sur qui compter. L'autre demi-finale, et là, on a les champions en titre, les citadins de l'UQAM, qui vont affronter Bishop. C'est ça, je m'attends à quelque chose de fort intéressant. Bishop, ça, a toujours eu une façon de jouer avec Charles Robert, Étienne Gagnon, les deux grands gars, 6-8, là, qui jouent proche des paniers. Charles Robert est le gars qui fait des points, Gagnon qui ramasse beaucoup de rebonds. Donc, un type d'équipe intéressant, capable de lancer aux 3 points amplement. Mais on l'a dit, l'UQAM, c'est probablement, puis c'était ça l'année passée, c'est une équipe que quand elle décide de jouer collectivement ensemble, offre le niveau de jeu, d'après moi, le plus élevé du RSEQ. Mais ça a tout le temps été ça. Comment mettre tous ces morceaux de puzzle-là à chaque jour ensemble. Quand ça va bien, on a des grandes performances, mais on dirait que des fois, quand il y a un petit morceau de puzzle qui n'est pas là, on peut les décontenancer. Puis Bishops, je ne sais pas si Bishops va être capable de le faire, mais Bishops a les outils pour le faire. Ouais, mais tu sais, je pense que Bishop, ce qui les a toujours aidés, c'est que physiquement, comme tu l'as dit, ils ont des joueurs très grands, ils ont des joueurs physiques. Fait que ça aide toujours quand tu joues contre une équipe comme contre l'UQAM. Puis l'UQAM, alors crédit avec Mario Joseph, je pense qu'une des raisons qui fait que c'est l'an dernier, peut-être à certains moments durant la saison, la chimie est pas toujours parfaite, c'est que quand tu regardes leurs meilleurs joueurs, ont quand même des. C'est pas. Oui, ils ont des excellents joueurs, mais c'est pas nécessairement des profils qui sont, je pense, c'est juste mon avis, mais peut-être naturellement complémentaires. Si je pense à un gars comme Kevin Sibyl puis à Baïda et Dara, comme, ils peuvent jouer ensemble, mais je pense quand même que, comme dans n'importe quoi au basket, il faut que tu aies une structure. Puis des fois, il faut éviter que ces gars-là tombent dans des situations où c'est que du 1 contre 1. Puis il faut que tu mettes le pied sur la pédale sur, OK, on se fait des passes, puis on maximise nos talents athlétiques ensemble. Fait que pour moi, c'est ça la clé, mais je pense que l'UQAM, tout de même, défensivement, ça reste la meilleure équipe défensive de cette ligue-là. Offensivement, ils sont tout aussi forts que Bishops ou Concordia. Puis à leur plein potentiel, comme tu l'as dit, ça peut l'être encore plus. Mais moi, je pense que l'UQAM, offensivement, l'endroit où il va vraiment s'améliorer, c'est vraiment est-ce qu'on peut rentrer nos lancers francs. Pour moi, ça, c'est ça la clé, parce que c'est une équipe qui peut aller en chercher beaucoup. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir plus que 66%? Est-ce qu'on peut aller chercher un 70-75? Parce qu'on a des joueurs qui peuvent attaquer le cercle, on a des joueurs qui peuvent battre nos adversaires en 1 contre 1, mais si tu n'es pas capable de capitaliser sur ton opportunité au lancer franc gratuitement, c'est un point gratuit, au final, tu fais juste ralentir le tempo du match sans nécessairement te donner plus un avantage que ça. Fait que pour moi, c'est ça la clé. l'UQAM doit rentrer sur les lancers francs puis doit marquer sur leur tir extérieur. C'est ça qui va faire la différence parce que athlétiquement puis collectivement, leur attaque va faire qu'ils auront ces opportunités-là. Puis défensivement, ils vont rester dans le match. Fait que pour moi, c'est ça, c'est l'efficacité au tir qui va être la clé pour l'UQAM. Intéressant. Il y a une chose, puis là, j'ai parlé des grands gars de Bishops. Il y a Alex Lochard là, qui a été blessé l'année passée. À la fin de l'année, n'était pas capable d'être présent au championnat canadien. Alex Lochard n'a pas été vraiment là cette année. On a Carl Tommy Laforêt aussi qui devait prendre sa place. Et on dirait que le big man, là, il n'est pas toujours clair à l'UQAM. Peut-être, je ne sais pas si contre Bishop, ça va avoir un impact. Parce que tu l'as dit, là, oui, on peut attaquer le panier, faire du 1 contre 1, amène à prendre l'autre équipe à prendre des fautes, puis il faut être capable de capitaliser là-dessus. Donc, il y a un élément là. Bref, moi, je pense que l'UQAM a quand même un avantage. L'UQAM a une équipe qui est capable de faire plein de choses,
mais la structure de Bishops puis la constance de Bishops capable d'être là. Si on a le tir de 3 points à Bishops, ça risque d'être un match serré. Donc, à suivre de ce bord-là, moi, je pense que quand même, l'UQAM devrait pouvoir s'en sortir. OK. Ouais, non, c'est 100%. Je pense que l'UQAM. Mais pour moi, tu sais, je pense que l'UQAM, c'est les favoris. Les Bishops, c'est une bonne équipe, là. Fait que Oui. ils ont les atouts. L'an dernier, je me rappelle qu'ils ont joué contre. Ça a été un match serré, mais l'UQAM a réussi. En fait, non, c'est pas vrai. Ça a été un match serré au début, puis après ça, l'UQAM, ils ont décidé de jouer, puis ils ont dominé après. Est-ce que ça va être ça? Je suis curieux de le voir, mais je pense que Bishops, ils ont les atouts, ils ont les outils pour rendre ça intéressant. Mais ils n'ont pas de Kevin Civil. Et pour moi, c'est le gars qui va faire c'est ça. Kevin Civil, c'est là où c'est un joueur d'expérience, mais c'est aussi quand tu parles d'un gars qui peut créer justement de la chimie dans une équipe, c'est un gars qui a vraiment un leadership, puis une attitude, puis que dans le collectif, les gars le respectent. Et quand tu as ce type de caractère-là à ta position de meneur, même dans les moments où il y a un peu plus d'adversité, où où il y a des pertes de ballon, il y a des tirs ratés, quand tu as un gars que tu sais que tu lui donnes la balle, il peut contrôler le jeu dans des situations clés, ça donne la confiance aux joueurs autour de lui. Fait que pour moi, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment un difference maker qui va être vraiment intéressant à suivre pour le reste de cette série éliminatoire. Oui, exact. Puis, tu sais, il faut juste le rappeler quand même, hein, Bishop, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points cette année, malgré tout, même si la différence n'est pas énorme. Là. Ça reste l'équipe, ils ont beau avoir fini 3e à 8-8, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points cette année. Et l'UQAM, tu l'as bien mentionné tantôt, défensivement, Baïdé Aïdara en tête, qui a été joueur défensif de l'année passée, c'est une équipe qui est fière de sa défensive, joue bien défensivement. Et ça va être nécessaire ce soir. Jason, est-ce que je te demande de te mouiller, les gars, filles, qui va gagner les matchs? On s'attend à voir qui en finale, d'après toi? Écoute, je pense que du côté féminin, je m'attends à ce que ce soit Laval et Concordia. Non, Laval et Bishops, excuse-moi. Okay. Je pense que ça va être ça le match-up. Mais je pense qu'honnêtement, Concordia Bishops, ça va être un affrontement serré. Puis, tu sais, je serais pas surpris si Harry Bergonio, elle va nous sortir une performance spectaculaire, puis qu'elle prend le dessus en fin de carrière. C'est une joueuse comme ça. Fait que mais je pense que Laval puis Bishops, ils ont des équipes peut-être collectivement qui ont joué un basket un peu plus complet durant toute la saison, puis un peu plus dominant. Mais c'est à ça que je m'attends du côté féminin. Mais sinon, du côté masculin, c'est. Honnêtement, je m'attends à ce que ce soit UQAM Concordia encore une fois. Fait que mais Bishops, UQAM, ça peut être quelque chose. Après, c'est sûr que quand je repense à ce qui est arrivé l'an dernier, j'ai du mal. Mais en même temps, Bishops, tu sais, offensivement, je trouve qu'ils ont été, de ce que je vois, ils ont été plus constants au cours de cette saison. Puis ils ont encore plus, tu sais, au niveau de leur physicalité, au niveau défensif et offensif, puis surtout leur efficacité, tu sais, au tir extérieur. Ça, c'était aussi une affaire qui n'était pas au niveau. Fait que si l'UQAM, par exemple, il manque leur lancer franc, il y a des pertes de ballon, il y a de l'indiscipline, c'est là qu'il peut se mettre dans une position où Bishops peut remporter ce match-là. Mais en tant que tel, je m'attends à ce que ce soit l'UQAM et Concordia qui jouent ces finales masculines du côté universitaire. Écoute, je suis à la même place que toi, puis ça a l'air facile parce que ces équipes 1 et 2, 1 et 2, là, tu sais, oui, j'aurais aimé donner l'avantage à Concordia chez les femmes. J'adore Harry Bergonio, mais je pense que globalement, il y a un peu plus de profondeur, il y a un peu plus d'outils généralement. Moi, je vais mettre plus de profondeur du côté de Bishops. Puis ça n'enlève rien au fait de Concordia. Le talent du noyau de base, les 5 partants, ça se ressemble, mais c'est vraiment une question de profondeur que je trouve, je vais donner peut-être un petit avantage à Bishops de ce côté-là. Puis chez les gars, ben, je pense que ça a été comme ça toute l'année. C'est l'UQAM et Concordia qui se sont battus pour la première place. J'aimerais ça les voir se battre pour savoir qui est le vrai champion. Il me semble que ce serait la juste chose. Après ça, laquelle des deux équipes va gagner, ben, que la meilleure gagne cette fois-là. Mais il me semble que pour régler la situation au Québec cette année universitaire masculin, il faut que ça se passe entre l'UQAM et Concordia. Non, je suis vraiment d'accord. Je pense que l'UQAM, aussi, je pense que l'expérience de l'an dernier de se rendre, faire des séries éliminatoires au niveau national canadien, cette expérience-là. Je pense que le fait aussi que quand tu regardes l'an dernier, le match qu'ils avaient joué contre les Ravens de Colton,
Tu sais, je pense qu'ils repensent à ça puis ils se disent, écoute, genre, on a les atouts là pour être l'équipe numéro 1 au pays. Fait que venir avec cette confiance-là, puis cette expérience-là face à une équipe au Concordia que clairement, ils ont fait un gros pas d'amélioration, mais je pense pas ils ont cette expérience-là, tu sais, de jouer à ce niveau-là. Fait que ça va être intéressant à suivre. Je pense que ça va être un match serré si c'est vraiment ça l'affrontement en finale qu'on a. Mais je m'attends à ce que l'UQAM remporte à une deuxième fois le championnat provincial universitaire de basket. C'est à ça que je m'attends parce que juste l'expérience, l'équipe le sait. Parce que c'est ça aussi, tu sais, Mario Joseph, c'est un coach qui est spécial. C'est pour l'avoir vu travailler proche, le travail qu'il fait, puis aussi sa voix. Tu sais. Quand tu le vois, genre, parler à ses joueurs dans les moments où justement le collectif un peu s'éparpille, mais sa manière de toujours les ramener à l'instant présent, puis OK, genre, les gars, c'est le temps de jouer défensivement. Puis l'équipe répond, puis il a toujours le pouls de l'équipe, puis c'est lui, puis ses assistants aussi, de ce que j'ai vu pour avoir vu des matchs à l'UQAM. Pour moi, ça, c'est un atout clé, puis c'est quelque chose qui va pouvoir les amener au plus haut niveau. Excellent. Ben, écoute, il reste juste à regarder ça. Donc, ça commence ce soir. Mercredi, les 2 demi-finales. En fait, les 4 demi-finales. Le seul bémol, je dirais, c'est que tout est à 19h. Fait que peu importe ce que vous voulez regarder, c'est à 19h. Vous ne pouvez pas aller. Ben, après, vous avez toujours le loisir d'y regarder en différé. Mais si vous voulez tout savoir en direct, ça va vous prendre 4 écrans. C'est le seul bémol que je dirais. Mais bon, c'est la vie, c'est ainsi fait. Puis sinon, ben, regardez, ça continue samedi. Jason, un énorme merci. Toujours un grand plaisir de jaser, de foot, de basket ou de n'importe quoi. Fait que merci d'avoir pris le temps de regarder ça. Puis on se reparlera avant les championnats canadiens pour regarder ce que nos équipes qui vont aller là vont avoir entre les mains. 100%, ça fait plaisir. Allez voir les matchs. Salut. Salut. Segment entrevue de la semaine, on est avec Rosalie Bégin-Cyr des Stingers de Concordia, de l'équipe de hockey féminine, vous aurez compris. Salut Rosalie, comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Plein de choses qu'on pourrait discuter. Là, au moment où on se parle, on est entre la demi-finale que vous avez gagnée contre Ottawa et vous vous préparez pour la grande finale du RSEQ contre les Carabins. On va parler de ça tout de suite, justement. Vous avez eu une saison parfaite, ça, on y reviendra, mais vous commencez les éliminatoires contre les GGs. Premier match, vous gagnez ça, 4 ou 5-1. Mais le deuxième match, 59 tirs que vous réussissez, et là, vous frappez une gardienne en forme, puis vous échappez votre premier match de l'année. Sauf que là, le troisième match, vous gagnez 13-0. Ça fait plein d'infos en même temps, mais qu'est-ce qui s'est passé pour passer de pas marquer, tu sais, avoir autant de misère à marquer un but dans un match, puis le lendemain, détruire l'adversaire comme ça? Raconte un peu comment ça s'est passé. Oui, c'est sûr que samedi, c'était notre première défaite, mais on n'était pas si triste parce qu'on avait quand même bien joué. Puis, 59 shots, comme tu dis, c'est rare qu'une goaleuse fait 58 arrêts. Donc, c'est sûr qu'on était... C'était pas notre meilleur game, mais on a quand même bien joué. Puis là, dimanche, on savait que c'était comme do or die, veux pas, en série. Donc, on était toutes vraiment prêtes. Puis, on savait ce qu'on avait à faire. Puis, c'est juste... On pensait pas que ça allait finir 13-0, mais tout fonctionnait très bien. Donc, c'est ça. Ça avait vraiment bien été. Puis, les goalers, ils ont bien fait ça quand même de l'autre côté. C'est juste qu'on a vraiment eu des bonnes opportunités. Puis... C'est ça, tout marchait de notre côté, là, enfin. Tout marchait. Est-ce que vos coachs, parce que j'en ai parlé avec Léa McIntyre, notre analyste de hockey féminin, puis j'en ai parlé, mais vous avez des coachs quand même qui ont un background puis un pedigree assez spécial en Julie Chu et Caroline Ouellette. Est-ce que ces deux-là ont eu à vous parler ou ont choisi de vous parler puis vous faire comprendre l'importance du moment ou de peut-être peut-être pas l'importance du moment, je pense qu'il n'y a personne de nono là, dans votre équipe, vous saviez où est-ce que vous en étiez, mais tu sais, être capable de dire, OK, on a une saison parfaite, est-ce que on est un peu trop dans nos pantoufles, puis on a besoin là,
stepper up ou trouver une manière de sortir de ça, puis c'est ce qui vous a fait exploser comme ça. Est-ce qu'elles ont eu un rôle à jouer pour le changement, je vais dire d'efficacité, parce que comme tu as dit, là, 59 tirs, c'est 59 tirs. Oui. Ben, c'est sûr qu'ils jouent tout le temps un très grand rôle là, pour nous. Sur la glace ou en dehors de la glace, ils font toujours tout pour qu'on soit meilleur, du vidéo, des petits meetings. Mais c'est sûr qu'après la partie de samedi, en arrivant à l'aréna, on a juste eu un petit team meeting à l'aréna, juste pour savoir comment on se sentait. Puis juste c'était correct d'être triste sur le moment et d'être fâché d'avoir perdu, mais juste de reset, puis de savoir que le dimanche, c'était une autre game, puis juste d'être focus sur ça. Là. Fait qu'on a eu une petite rencontre, mais juste pour savoir l'état d'âme des filles. Parce qu'évidemment, pas habitué de perdre pour l'année pendant la saison. Ça a été quoi cette saison-là, d'avoir une saison parfaite? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est devenu un objectif pendant l'année? Là? J'imagine que ça fait un peu, je pourrais dire prétentieux de dire on finit 25-0 là, avant que l'année commence. Mais une fois que ça roule et que tu es rendu à 12, 15, 17, 18 victoires, est-ce que c'est devenu un objectif de finir 25-0 ou non, c'était pas quelque chose qui faisait partie de votre approche? Pour être honnête, c'était pas tellement un objectif là, d'équipe de finir 25 et haut. On se disait toujours, on jouait bien, mais on a bien joué, puis on a vécu des moments plus difficiles aussi, mais c'est juste que c'était pas vraiment un objectif. Puis, mais là, c'est sûr qu'à la fin, là, à 24 et haut, on se disait, OK, on va aller chercher le 25. Mais sinon, on prenait vraiment une game à la fois. Puis, on pensait sûrement qu'il allait en avoir une qu'on allait échapper pour nous préparer. Mais finalement, ça a été en série. Mais une défaite de temps en temps, ça fait pas de mal à personne. C'est juste que ça a bien fini la saison quand même, 25 et nous. Mais non, c'était vraiment pas notre objectif principal de finir comme ça. Là. Qu'est-ce qui explique, nous autres de l'extérieur, on voit bien qu'il y a énormément de bonnes joueuses, énormément de talent, de la profondeur. Même vos recrues qui arrivent, Émilie Lucier qui arrive, puis bang, elle est déjà première marqueuse d'une équipe avec autant de talent. Qu'est-ce qui, au-delà de cette profondeur-là qu'on voit, qu'on observe, explique le niveau des Stingers de cette année? Je pourrais dire des 3 dernières années, parce que ça fait un bout de temps que vous êtes très, très, très solide, là, mais quand même, je regardais cette année, si on se concentre là-dessus. Comment vous pouvez expliquer ça? Ben, c'est sûr que moi, je donne vraiment crédit à nos entraîneuses. Là. Julie et Caro, elles font tellement un bon travail, puis elles nous amènent, elles arrivent à l'aréna, puis ils sont toujours contentes d'être là, puis ils veulent toujours qu'on s'améliore, puis ils nous montrent toujours des trucs différents, que ce soit pour des systèmes de s'adapter ou juste faire des skill sessions. Donc, elles jouent vraiment un gros rôle, mais aussi les filles, on est arrivé vraiment en feu en pre-season. On était quand même déçus de notre défaite de l'année passée, donc ça aussi, ça joue un rôle. Puis, plus les années avancent, je pense que plus que les filles arrivent prêtes directement l'été, là, ils s'entraînent vraiment beaucoup. Puis, on arrive vraiment avec le mindset qu'on veut gagner, puis on sait que ça prend pour gagner. Donc, je pense que c'est ça qui aide aussi, mais nos entraîneuses, ils jouent vraiment un bon rôle dans ça, là. Est-ce que tu parles de bon skill session puis des choses comme ça pour vidéo, des choses de même? À quel point, justement, l'aspect, mettons, plus mental ou l'approche de, je ne sais pas, que ce soit une approche, soit d'être tout le temps positive ou en tout cas de chercher la victoire à tout prix, peu importe, je ne sais pas comment est-ce qu'elles approchaient, mais ce volet-là de préparation mentale, qu'est-ce qu'elle vous demande d'être ou de faire pour être tout le temps dans la bonne disposition, pour être sûr que vous performiez à votre mieux? Mais c'est sûr que quand on arrive à l'aréna, ben, elle veut vraiment qu'on performe bien, puis être prête mentalement, puis physiquement sur la glace, puis juste, quand tu arrives à l'aréna, t'es prête, puis t'es contente d'être là, puis tu te donnes tout ce que t'as. Donc ça, c'est vraiment... ça aide aussi là, les autres à se monter vers le haut, comme que je peux dire. Fait que ça aide vraiment, puis c'est ça, ouais. Est-ce qu'une équipe... Puis, bon, vos résultats démontrent des bonnes choses. Là, visiblement, vous êtes capable de le faire, mais souvent, on va voir ça, peu importe le niveau, peu importe le sport. Quand il y a énormément de joueurs ou de joueuses de talent dans la même équipe, à un moment donné, c'est qui a les avantages, qui, au hockey, qui a plus de temps d'avantage numérique, qui a plus de ci, qui a plus de ça, qui joue avec qui. Puis là, à un moment donné, ça peut jouer. Visiblement,
vos entraîneurs savent comment gérer ça, mais vous autres, entre vous autres, de savoir, puis bon, je donnais l'exemple d'Émilie Lucier, c'est ça qui me revient en tête. Ça reste une recrue, elle arrive, elle ramasse plus de points. Amy et toi, ça fait des années que vous êtes ensemble. Comment ça se vit, ça, d'avoir plein de filles qui pourraient avoir l'occasion d'être sur la glace constamment, mais que finalement, il faut plus séparer le morceau de gâteau que peut-être dans d'autres équipes? Ben, c'est sûr que ce que tu dis en ce moment, c'est vraiment pas un problème. En fait, c'est vraiment ce qu'on recherche dans une équipe, d'avoir, exemple, 4 bons trios d'attaque qui peuvent scorer n'importe quand, avoir des défenseurs mobiles, puis offensifs et défensifs, puis des bonnes goaleuses. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on recherche, mais on a aussi un slogan qu'on peut dire que, dans le fond, chacun accepte son rôle. Puis, on ne veut pas, au début de l'année, on a chacun nos opportunités de se prouver. Puis, tes premières années ou 5e année, ça ne dérange pas. Tant que tu fasses la job. Puis, les entraîneurs, ils voient ça. Puis, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu sais un peu plus ton rôle. Donc, c'est là que tu acceptes plus ce que tu peux amener à l'équipe. Puis, quand tu es sur la glace, tu donnes ton maximum. Puis, quand les autres font la bonne job, ben, tu es juste content pour eux. Puis, c'est ça qui fait une bonne équipe, là, justement. Tu as parlé tantôt de la fin que vous aviez, la fin FAIM dans le sens d'être hungry versus la fin FIN de l'année passée. Vous aviez connu une excellente saison. En fait, en 2022, vous êtes championne canadienne, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. Championne canadienne en 2022, vous arrivez saison 22-23, tout se passe très bien, finissez première, gagnez le championnat au Québec. Le championnat national, ça passe au Québec, à Montréal. Vous vous retrouvez en finale contre l'équipe Cendrillon, en fait, du tournoi que le monde ne voyait vraiment pas comme une équipe favorite. Mais cette équipe-là jouait très bien. Ceci dit, là, elles n'ont pas volé leur place. Il reste 8 secondes à jouer en troisième période, puis elles vont marquer le but pour créer l'égalité, puis finalement, ils vous battent en prolongation. Tout le monde peut imaginer à quel point ça fait mal, mais à quel point c'est dur à prendre. Puis toi, en plus, tu prévoyais que c'était la dernière année. À quel point ça a été tough, ça? Non, c'est sûr que c'est vraiment... Toutes les filles de l'équipe vont le dire, c'était vraiment une défaite crève-cœur. Puis on ne s'attendait pas à ça, mais en même temps, on a un pas de recul. On a tellement eu une bonne saison, puis on avait perdu beaucoup de joueuses. On avait beaucoup d'expérience qui partaient des championnats de la première année, quand on a gagné. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de recul, on était quand même fiers, mais c'est vrai que c'était vraiment une défaite crève-cœur. Donc là, cette année, c'est sûr qu'on se motive. C'est vraiment une motivation. On ne veut pas cette défaite, mais ouais, c'est encore difficile à y repenser, mais c'est ça. Faut prendre ça comme motivation, puis au bout de la ligne, c'est juste une partie d'hockey. Oui, évidemment, mais tu sais, c'est pas à moi de t'expliquer que c'est pas la même couleur de médaille à la fin, puis la bannière n'est pas là. Ça a pris plusieurs semaines à s'en remettre, mais c'est ça. Cette année, on passe à autre chose, mais c'est une bonne motivation. Est-ce que ça a eu, puis là, je vais sortir un peu du cadre des Stingers, parce que toi, après cette année-là, tu avais signé un contrat professionnel après ça pour aller jouer avec la Force de Montréal avant que cette ligue-là soit démantelée. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était prévu que tu finissais pas, que tu retournais pas pour une dernière année? Je pense que quand on s'était parlé, il me semble que c'était prévu comme ça. Tu me rafraîchiras la mémoire, mais après ça, c'est ça. Tu décides tu te fais approcher, tu décides de signer un contrat avec la Force. Comment ça s'est passé tout ça? Puis, évidemment, là, après, ça a été démantelé. Non, c'est sûr, j'avais signé mon contrat mars à peu près ou en avril. Donc, je n'avais vraiment pas planifié de revenir à Concordia pour cette année. Mais avec les incertitudes qu'on a apprises cet été, je ne savais pas trop quoi faire. Puis Julie et Caro m'ont parlé dès qu'on a eu la nouvelle. Puis elles voulaient vraiment que je revienne. Puis j'ai pris un petit moment pour y penser. Puis finalement, avec l'incertitude, je me suis dit, OK, je vais rejouer une dernière année à Concordia avec le monde que j'aime, les bonnes coachs. Puis je savais qu'on allait avoir une bonne équipe aussi. Puis je me disais en même temps, si je peux finir ma carrière des Concordia sur une meilleure note, pourquoi pas? Et là, c'est bien parti, mais sauf que toi, tu as commencé ta saison un peu en retard parce que tu as été blessé.
en réalité, tu ne pouvais pas commencer en même temps que tout le monde. Quel impact ça a eu personnellement sur ta préparation de début de saison, puis après ça, embarquer dans le rythme là, de la saison normale comme le reste de la Ligue? Oui, ça a été vraiment difficile quand même, veux pas, parce que tu mets l'effort tout l'été dans l'entraînement, la place et tout, puis t'arrives la première game hors concours, t'es prête, t'as enfin le goût de jouer parce que ça fait quelques semaines que tu pratiques juste. Donc, c'est sûr que ça a été difficile, la blessure. Puis, au début, les résultats, je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais finalement, ça a été plus long que prévu. Donc, je suis arrivée. J'ai eu le temps de jouer quelques games avant Noël, mais c'était pas les tops. C'était pas mes meilleurs games. Veux pas, 2 mois d'absence, c'est sûr que c'est plus difficile de revenir à ton jeu, mais c'est sûr que le temps des fêtes, je pense que ça a vraiment aidé mentalement, puis juste physiquement revenir comme un petit peu avant ma blessure. Donc, je pense que le temps des fêtes, il a vraiment bien fait pour moi, là. As-tu un rôle spécial du fait que là, ça ne peut pas être pas ta dernière année? Tu en as vu d'autres, justement. Tu fais partie du groupe qui ont gagné le championnat. Tu es même allé représenter le Canada aux Universiades l'hiver passé. Le rôle d'une fille qui a de l'expérience comme ça, dans une équipe aussi, où est-ce que les attentes sont aussi élevées, parce qu'on va se le dire, veut pas. Je pense que vous devez avoir des attentes vous-même, vous savez où vous êtes, mais c'est quoi? Comment tu exprimes ça, toi, ce leadership-là ou ce rôle-là que tu as à jouer du fait que ta position, tu es une fille qui a toujours produit énormément, tu es une fille qui a un rôle important dans l'équipe, offensivement notamment, mais en plus parce que, justement, tu es une vétérane. Comme tu l'as dit, c'est sûr que j'ai quand même de l'expérience là, avec ma 6e année à Concordia, puis j'en ai vécu des défaites mes premières années, on a perdu en série, puis les 2 dernières années, ça a bien été, puis c'est sûr que l'expérience rentre, puis les filles, je sais que veut pas, ils savent que j'ai de l'expérience, donc ils me regardent, donc c'est sûr que c'est le fun, mais ça me donne pas vraiment de pression, en fait, là, je fais juste continuer comme que je joue d'habitude, puis je sais que si ça va bien puis je donne le maximum, ben les filles vont juste faire la même chose de leur côté. Puis c'est là que notre équipe va vraiment avoir du succès. Là. Puis justement, ça se vit comment? C'est dire, OK, j'ai de l'expérience, les filles me regardent, mais tu dis, je fais la même affaire. Tu fais ce que tu penses être la bonne chose, évidemment, mais est-ce que c'est une préparation différente? Est-ce que c'est juste d'être à l'écoute des autres qui peuvent peut-être être plus stressés dans certains moments où ça ne va pas gérer, ou toi-même, tu vas de l'avant, tu vas aller donner des conseils à quelqu'un, tu vas aller, comment je vais dire, saisir quand tu vois qu'une fille est peut-être plus angoissée par une situation X. Puis est-ce que ce rôle-là t'amène à dire, OK, je vais prendre les devants, puis je vais aller voir, je vais aller jouer mon rôle, ou bien c'est plus ton rôle, il se joue de manière, je vais le dire passif, là, au sens où est-ce que s'ils veulent venir me voir ou s'ils veulent regarder comment je fais, ben, ils peuvent le voir, mais c'est tout. Ben, je pense que c'est un mix des deux. Moi et Amy, ça fait vraiment longtemps qu'on joue ensemble, puis on a vraiment de l'expérience. Donc, les deux, on va montrer qu'on s'attend des autres. On va faire ce qu'on veut de mieux. Mais c'est sûr que si je vois quelqu'un qui est stressé ou, je vais juste l'encourager, puis c'est ça, on s'encourage beaucoup, puis on donne juste des petits conseils si on sait que la personne veut recevoir des petits conseils, ou si on voit qu'elle est plus stressée, ben c'est sûr qu'on va juste lui donner des petits encouragements, mais je pense que on a quand même une équipe assez d'expérience qui sont, on a un stress, mais c'est quand même un bon stress. Puis, comme tu as dit, les plus jeunes, ils s'adaptent, puis ils n'ont pas de l'air si stressés que je peux dire en ce moment, mais ça peut venir en fin de semaine, là, c'est sûr que je pense que dimanche puis samedi, c'était un petit peu plus difficile pour nous, là, mais c'est bon d'avoir des matchs serrés, puis c'est ça qu'on aime. Puis au final, c'est ça qu'on aime, les séries, quand c'est des matchs importants là, pour la Coupe. Ben là, parlons-en de matchs importants. Vous affrontez... En fait, avant, là, oui, vous affrontez les Carabins. Est-ce que vous étiez préparé à une équipe plus qu'à une autre? Parce que je sais que les Gators ont eu une très bonne saison aussi. Ils avaient leur fameux gros trio ultra productif toute l'année, mais à la fin, c'est les Carabins qui ont gagné, que vous allez affronter pour la 2e fois de fil en finale.
y avait-tu une préparation différente à avoir ou si vous étiez vraiment concentré sur les GGs de toute façon? Fait que peu importe, comment vous avez vu ça ou en tout cas, comment vous avez réagi justement quand vous avez vu que c'était les Carabins finalement qui gagnaient? En fait, on s'attendait pas plus pour une équipe qu'un autre. Pour ma part, je trouvais que les deux équipes étaient quand même, il y avait une bonne saison, les deux équipes. Donc, je savais qu'il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Donc, je m'attendais à une ou l'autre. Ça ne me dérangeait pas vraiment. Puis, nous, en fait, on se concentrait vraiment sur les GGs, comme tu as dit au début. Mais là, c'est sûr que cette semaine, notre focus était vraiment sur les Carabins. Mais on n'avait pas vraiment de préparation avant cette semaine sur les Carabins ou les GGs. Et là, vous allez affronter justement les Carabins, mais... Pardon? J'avais dit GGs, mais Bishop. Bishop Carabin. Oui, exact. Il n'y a pas de problème. Là, vous allez affronter les Carabins, mais votre gardienne numéro 1, Ariane Leblanc, s'est blessée. De ce que je semble entendre, elle ne sera pas disponible du tout en finale. Je ne sais pas si j'ai la bonne information à ce niveau-là. Peux-tu me répondre à ça? Tu le sais-tu? Je ne sais pas encore nécessairement, mais je sais que nos deux goalers, on a fait moitié-moitié toute l'année sur les matchs de la saison. Donc, les deux, veut pas, étaient prêts. Mais c'est sûr que la blessure d'Ariane était... on ne s'attendait pas à ça, mais on est prête avec Jordy, notre autre gardienne, qui fait vraiment bien ça. Puis, quand on regardait les statistiques, les deux, il y avait vraiment des bonnes statistiques toute l'année pour la saison régulière. Donc, une ou l'autre, les deux sont bonnes. Donc, ça ne nous dérange pas trop. On est prête avec les deux gardiennes. Effectivement, Jordan Verby qui a été très bonne aussi. Est-ce qu'il y a une façon de jouer contre les Carabins particulière? Ça reste une équipe avec une défensive où plusieurs excellentes joueuses sont dans cette défensive-là. Ils ont une très bonne gardienne, Aubresen. Y a-t-il une façon de jouer contre les Carabins qui est particulière pour justement essayer de gagner, en tout cas, vous donner une meilleure chance de succès? C'est sûr qu'on sait que les Carabins jouent vraiment bien défensivement, puis ils restent vraiment avec leur système de jeu qui est vraiment bon puis défensif. Donc, c'est sûr que nous, on va essayer de contrer leur système de jeu juste en utilisant notre vitesse puis en essayant d'attaquer le but le plus possible parce que Aube a fait vraiment une bonne job aussi. Donc, attaquer le but le plus possible de toutes les façons puis juste de jouer avec la vitesse. Là. Est-ce que vous avez déjà la tête au championnat canadien ou vraiment c'est à quel point vous êtes capable de faire la différence puis vous placer dans le moment présent là, par rapport à ça? En fait, on se concentre vraiment sur la game de demain pour la finale. Puis, la semaine passée, on était contente dimanche d'avoir notre place pour les Nationals. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on se concentre vraiment sur la série avec les Carabins. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment gagner le championnat de la Ligue à RSEQ. Puis ensuite, on va avoir une semaine et plus pour se concentrer sur les nationales. Mais je pense pas que c'est vraiment difficile de de se concentrer sur notre fin de semaine parce que je pense que notre objectif principal, c'est vraiment de gagner à RSEQ en premier, puis ensuite se focusser sur les nationales qui vont être aussi un objectif, mais après. Après, ça doit être plus facile, veut pas, du fait que la qualification est déjà faite. J'imagine que par défaut, ça permet d'enlever ça de la tête. Remarque qu'il aurait fallu gagner sinon pour se qualifier. Fait que ça ne change rien, il faut se concentrer à gagner. Mais je posais la question par rapport à votre concentration possible, c'est les Canadiens. C'est comme s'il y avait un unfinished business à cause de l'année passée. Il y avait un petit quelque chose. Fait que je me demandais jusqu'à quel point ça reste dans votre tête de dire hey, il faut aller gagner, puis justement, faire attention de ne pas se projeter trop loin. Ouais, non, c'est ça. Au début de l'année, on se set vraiment des objectifs, puis on prend vraiment ça un objectif à la fois pour pas trop justement penser à plus tard, puis juste penser au moment présent. Puis cette semaine, dans le fond, ce qui est important, c'est de gagner jeudi, puis après, on va penser à l'autre match. Sinon, ça peut des fois être nuisible pour... si on passe trop loin, des fois, c'est pas trop bon. Je vais te faire penser plus loin, pareil, même s'il ne faut pas. Est-ce que après cette saison-ci, la LPHF est une option? Est-ce que tu as commencé à parler à du monde? Comment ça se passe de ce côté-là? Y a-tu des possibilités pour toi?
C'est une bonne question. Là. Ils ont sorti justement qu'il allait avoir un draft en juin. C'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer. Je ne sais pas encore si ça va être dans cette ligue-là ou ça va être en Europe, mais je vais regarder mes options. Puis c'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer, mais je vais avoir mes opportunités. Là. Chaque chose dans son temps, mais Rosalie Bégincé va continuer à jouer au hockey. Good. Ouais. Écoute, un gros merci d'avoir pris le temps. Je vais te souhaiter la meilleure des chances à toi et à ton équipe, évidemment, pour en fin de semaine. Et puis, de toute façon, on vous suit en fin de semaine, on vous suit au championnat canadien, puis je m'arrangerai pour te réécrire ici et là pour avoir tes nouvelles, savoir comment ça se passe, mais surtout la meilleure des chances, puis profitez-en bien. Parfait, merci beaucoup. Salut. Salut.